Mesdames et messieurs, c'est l'heure de la castagne. Salut à tous, bande de petits castagneurs et castagneuses. Salut à toi, mon pote Adri de Castagne FM, mon pote Adri de Castagne FM. Comment ça va, mon pote Adri de Castagne FM? Je pense que s'il reste des auditeurs, ils ont perdu 5% de leur Ah, audition. t'as Ça y est. honte, t'as honte, t'as honte, Mais non, j'adore. t'as honte de ça, là, mon pote. Mais ça, c'est depuis que Alexandre Campos nous a dit que c'était pas bien de faire ça, qu'il fallait pas. Ben moi, je l'assume. Mon pote Adri de Castagne FM. Alors, aujourd'hui, en plus, on est là à se présenter Castagne FM, Castagne FM, Mais on Castagne s'en fout. FM. Mais finalement, pas vraiment. Pourquoi, mon cher Adri? Eh bien, parce que pour la première fois, vous allez écouter un épisode de Castagne FM où on n'est pas là. Voilà. Exactement. C'est pas nous. C'est Castagne FM, mais c'est pas vraiment Castagne FM, mais ça reste quand même un peu de la Mais castagne. C'est un pourquoi, épisode, Jérémy, je ne comprends alors pas. qu'on espère. Ben, j'y viens qu'on espère multiples. J'espère qu'il y en aura d'autres. C'est un épisode qui va s'appeler donc un randori avec Vincent Nguyen. Vincent Nguyen va recevoir un invité avec qui ils ont échangé pendant un petit peu plus d'une heure. Et pendant un petit peu plus d'une heure, ils se sont posé des questions en aller-retour, comme ça, un petit peu comme on ferait en randori, en drill. Voilà. On fait ça parce que Castagne FM, ça doit aussi vous appartenir, ça appartient à la communauté. Donc on s'est dit que c'était une bonne idée de commencer maintenant avec quelqu'un comme Vincent Nguyen. Voilà. On espère que ça vous plaira et que vous allez passer un bon moment. Je pense qu'on a déjà bien assez parlé. Alors, on vous souhaite Exactement. un bon podcast. N'hésitez pas à nous dire ce que vous en avez pensé. Profitez bien de ce petit randori avec Vincent. Salut les loulous! Salut! Salut à tous. Alors aujourd'hui, on vous accueille pour une émission spéciale. Ce ne sera pas votre Castagne FM de d'habitude, ça va s'appeler le Randori. Je vais être votre présentateur, donc Vincent Nguyen. Et on va avoir un nouvel invité à chaque numéro. Aujourd'hui, c'est Nicolas Hott. Est-ce que Nicolas, tu peux te présenter en quelques mots? Bonsoir Vincent. Donc voilà, Nicolas Hodge, je suis directeur de la performance au MMA Factory, ce qui veut dire que je fais en sorte que les préparations physiques dans leur ensemble, les préparations au combat, préparation physique, nutritionnelle, l'aspect prophylaxie avec les médecins, avec les kinés et l'aspect entraînement avec les entraîneurs se passe bien. Ça, c'est une de mes casquettes. J'ai été combattant professionnel de MMA et en parallèle, je travaille au CREPS Île-de-France dans lequel je suis préparateur physique 2 jours par semaine pour différents pôles de haut niveau et 2 jours par semaine, je suis formateur pour les BPGEPS sur la méthodologie de l'entraînement. Ok, super. Alors vous allez voir donc que à chaque numéro du Randori, on va avoir donc un spécialiste dans sa discipline et vous pouvez voir que Nico donc il a fait pas mal de choses dans la préparation physique et c'est pour ça qu'on va pouvoir donc discuter de sujets assez un petit peu plus pointus. C'est donc l'objet du Randori, c'est de pouvoir échanger avec un spécialiste et pouvoir lui poser des questions et d'avoir mon point de vue à moi de compétiteur, d'entraîneur, de professeur de jiu-jitsu brésilien et de pouvoir lui poser des questions qui pourraient intéresser nos auditeurs qui pour la plupart donc, pratiquent le jiu-jitsu brésilien et avoir vraiment quelque chose auquel vous pouvez vous identifier et vous y retrouver en fait. Donc on va s'échanger des questions. Je vais commencer par la première. Ensuite, Nico pourra me poser des questions aussi sur mon travail de compétiteur, d'entraîneur, etc. Et on va débattre ensemble. Donc la première question pour toi, Nico, c'est si tu pouvais avoir un athlète dont le but est de devenir champion du monde IBJJF en kimono, qu'est-ce que tu ferais pour sa préparation physique? Et on va définir une période d'1 an pour que tu puisses nous dire un petit peu comment tu organiserais ça. Donc on est d'accord, Vincent, on prend un athlète qui est déjà au niveau pour être champion du monde, au niveau technique. Il lui manque il a quelques lacunes physiques et on va travailler sur ces lacunes physiques pour qu'il atteigne ce niveau de champion du monde IBJJF, ceinture noire adulte. C'est ça, hein? Voilà, exactement. Toi, tu t'occupes pas du tout de la partie technique. Il a son professeur de jiu-jitsu brésilien, il a ses sparring, il a du monde pour développer la technique. Par contre, tu dois guider toute sa préparation pour qu'il soit au top pour gagner le championnat du monde. Alors la première chose, et c'est une des grandes problématiques que je vois avec les préparateurs physiques un petit peu partout de par le monde,
c'est qu'on a des préparateurs physiques qui viennent dans des disciplines et qui disent, comme ça, ils l'ont décidé de manière un petit peu autonome. Ils disent, voilà, je pense que dans ce sport, tu dois avoir tel niveau de force, ou tu dois avoir tel niveau de souplesse, ou tel niveau d'explosivité, de puissance, de vitesse, etc., etc. Mais décider de manière arbitraire. Quand on veut bien faire les choses, la toute première chose à faire, c'est de faire un modèle de performance. Pour établir ce modèle de performance, je vais prendre, dans l'idéal, il me faut un gros échantillon d'athlètes. Donc, dans l'idéal, je vais prendre quelques athlètes qui sont champions du monde, qui ont déjà fait ce truc-là, quelques athlètes qui sont champions nationaux, et puis ensuite quelques athlètes qui sont au niveau régional. Et puis, je vais leur faire une batterie de tests physiques qui s'apparente à ce qu'on a besoin dans les sports de combat. Et je vais comparer dans les résultats qu'est-ce qui différencie d'un point de vue physique, qu'est-ce qui différencie l'athlète de très haut niveau de l'athlète de niveau national, de l'athlète de niveau régional. Et c'est ça qui va me permettre de dire, OK, d'un point de vue physique, le minimum requis pour être à très haut niveau, c'est de développer telle et telle capacité physique. Donc moi, c'est ce que je fais avec mes athlètes depuis des années et des années, quasiment 10 ans que je fais ça avec des athlètes. Je suis parti sur une base de données qui avait été déjà établie par des préparateurs physiques. Et puis ensuite, moi, j'ai utilisé ces bases de données depuis 10 ans. Je fais plus ou moins les mêmes tests. Donc, je l'ai testé sur 400-500 personnes de tous les niveaux, des lutteurs olympiques, des champions Tonton Mbumbu, par exemple, ou alors d'autres champions dans le MMA, donc du très haut niveau dans le MMA, etc., etc. Et le but, c'est qu'avec ces échantillons, on soit capable de dire, OK, quand je te prends en main, je te fais cette série de tests, et je suis capable de dire, OK, c'est ton niveau de force qui n'est pas assez élevé, ou alors c'est ton niveau d'endurance cardiovasculaire qui n'est pas assez développé, ou ton niveau d'endurance musculaire, ou ton niveau force, j'ai dit force, puissance, endurance cardiovasculaire, endurance musculaire. Moi, c'est les 4 items que j'ai créés sur mon graphique qui me permettent en un clin d'œil en fait, de voir de quel côté il faut s'orienter. Et après, si on va plus loin dans cette démarche, il y a plus ou moins, c'est l'idée de la planification, c'est de dire que quand, alors la première idée, c'est que quand on est à plus bas niveau, et j'anticipe peut-être deux questions que tu auras dans la soirée, mais quand on est à plus bas niveau, on peut développer toutes les qualités physiques en même temps. Si je prends, c'est un peu la même chose que dans le jiu-jitsu brésilien, quand tu commences, bah, tu peux progresser en dessous, au-dessus, sur les jiu-jitsu, sur la guillot, etc. Tu peux progresser partout en même temps. Et puis, plus tu montes en niveau, c'est la même chose pour les qualités physiques, plus, si tu veux développer quelque chose de manière particulière, il va falloir mettre une charge de stress, une dose de stress sur cet élément physique en particulier. Et donc, quand on s'éloigne du niveau débutant, amateur, et qu'on passe au niveau professionnel avec des gens qui sont déjà développés physiquement, on va souvent fonctionner avec des blocs de planification, des blocs dans lesquels on va mettre en développement certaines qualités physiques. Donc là, par exemple, j'ai fait mon test physique sur quelqu'un. J'ai remarqué que son endurance musculaire, c'était le point faible. Je vais mettre en maintenance ses autres qualités musculaires, son niveau de force, son niveau d'explosivité, son niveau. Parce que maintenir ne demande pas énormément d'efforts. C'est ça qu'il faut comprendre. Un peu quel que soit le domaine, maintenir quelque chose, ça ne demande pas beaucoup de travail. Mais par contre, développer, surtout quand on est déjà bon, ça demande énormément de travail spécialisé sur la chose. Alors Donc, du l'idée de la coup, de par ton expérience, les athlètes de jiu-jitsu brésilien de haut niveau, de bon niveau que tu connais, est-ce que tu peux établir un profil type et me dire en gros, la plupart du temps, qu'est-ce qu'ils vont avoir de très développé comme aspect ou moins développé? Donc, si on fait une analyse de la discipline du jiu-jitsu brésilien, on a une discipline dans laquelle les combats vont de 5 à 10 minutes. Ensuite, on a une pause. Ensuite, on répète ce combat et on répète ce combat entre 3 et 6, 7 fois dans une journée. Globalement, c'est ce qui se passe dans la plupart des compétitions de jiu-jitsu brésilien. Ce qu'on sait, d'un point de vue filière énergétique, ce qu'on sait depuis longtemps maintenant, c'est que les 3 filières énergétiques, elles sont actives en même temps. C'est-à-dire que sur un effort maximal, la filière aérobie, elle se lance au maximum. La filière anaérobie alactique, elle se lance au maximum. Et la filière anaérobie lactique, elle se lance au maximum. Elles se lancent en même temps, mais elles n'ont pas la même capacité de production d'énergie. Du coup, ce qui se passe, c'est que sur les 10 premières secondes, la majorité de la production d'énergie vient de la filière anaérobie lactique.
Sur les 50-60 premières secondes, la majorité de la production d'énergie vient de la filière anaérobie, donc les deux filières anaérobie cumulées. Et puis, quand on dépasse 60 secondes, on a une contribution de la filière aérobie qui est supérieure à 50%. C'est-à-dire que plus de 50% de l'énergie vient de la production d'énergie en présence d'oxygène aérobie. Ça, c'est comme ça que ça fonctionne. Donc ça, on le sait parce qu'on on a mis des athlètes sur des pistes et puis ensuite, on a mesuré quelle était la contribution de l'énergie aérobie, anaérobie. Ce qu'on sait aussi, ça, c'est sur des efforts continus où je vais à 100%. Ce qu'on sait aussi, c'est que quand je prends un effort euh, qui est intense, sur lequel j'ai un temps de repos, et je répète cet effort intense, donc ce qu'on appelle en anglais repeated sprint abilities, la capacité à répéter des sprints, Mhm. c'est ce qu'on voit dans les sports de terrain, c'est ce qu'on voit dans les sports de combat, etc. Plus je répète l'effort, et plus la contribution du système aérobie, elle est importante au fur et à mesure du temps. Donc, c'est-à-dire que sur un effort, peut-être la contribution du système anaérobie est assez importante. Au deuxième effort, elle devient un peu moins importante. Au troisième effort, encore moins. Et plus je répète cet effort, et plus la contribution du système aérobie est importante. Donc, la première chose qu'on doit savoir, c'est que le développement du système aérobie pour un combattant, quelle que soit sa discipline, mais encore plus pour des disciplines aussi longues que le jiu-jitsu brésilien, il est extrêmement important. Première chose. Deuxième chose, on va regarder d'un point de vue neuromusculaire. On est dans des sports, principalement des sports de tirage au niveau du haut du corps. On tire, on tire, on tire, on tire. Donc on sait qu'il faut développer cette capacité de tirage. On sait aussi qu'on est dans des sports dans lesquels l'expression de la force est lente. C'est-à-dire d'autant plus en JJB, j'ai un grip, et donc j'ai vraiment du temps pour exprimer cette force. Par rapport à la lutte où j'ai un petit peu moins de temps, et donc il faut être plus explosif. Hein, l'explosif. Je reviendrai un petit peu sur les notions, hein, si tu as des questions là-dessus, je reviendrai un petit peu sur les définitions, force, puissance, explosivité. Mais je reviens dessus rapidement, parce que c'est important. Vas-y. La force, c'est ma capacité à surmonter un obstacle, quel qu'il soit. Je surmonte un obstacle, j'ai besoin d'une force. Là, c'est l'air, donc la force, elle est très faible. Mais si je pousse ma main, la force est plus importante parce que l'obstacle résiste plus. La puissance, c'est en combien de temps je peux exprimer un certain niveau de force. En combien de temps? Et Ok. nous, ce qui nous intéresse dans les sports, c'est en réalité, c'est pas seulement combien de force je peux exprimer, mais dans le temps que j'ai, mon temps imparti. Quand je fais un sprint, je pose mon pied pendant 2 millièmes de seconde. Pendant ces 2 millièmes de seconde, combien, 2 centièmes de seconde, je veux dire, combien j'ai de force que je peux appliquer pendant ce temps très court. Combien j'ai, etc., etc. Et donc, plus on est dans un sport qui, sur l'échelle force-vitesse, est orienté vitesse, et plus ma puissance est importante, plus le sport, j'ai du temps pour exprimer ma force, et plus le niveau de force maximale est important. Donc, ce qu'on voit, par exemple, sur le jiu-jitsu brésilien, c'est qu'on a un sport où je suis au contact, donc c'est-à-dire que j'ai du temps, et en plus, j'ai une saisie. Donc, j'ai beaucoup de temps pour exprimer mon niveau de force. Et donc, instinctivement, tout de suite, déjà, en analysant la discipline en 2 secondes comme ça, on se rend compte qu'il me faut à la fois un niveau de développement aérobie qui est très important, mais il me faut un niveau de développement anaérobie à lactique, un niveau de développement de la force maximale qui est aussi très important. Tout de suite, c'est ce qu'on remarque. Voilà. Sur le haut du corps, on va plutôt être sur des mouvements de tirage. Sur le bas du corps, on va être plutôt sur des mouvements de poussée. Voilà, une analyse très simple, un petit peu lointaine, hein, de la discipline, mais déjà, c'est la première analyse qu'il faut faire. Si on ne fait pas cette analyse et que, comme je l'ai déjà entendu de certains préparateurs physiques, on pense que le jiu-jitsu brésilien, c'est un sport lactique, ou qu'on pense que le jiu-jitsu brésilien, c'est un sport anaérobie, et ben, on passe son temps à faire des efforts très courts, très intenses, quand la réalité du combat, c'est qu'on a besoin d'avoir un système aérobie extrêmement performant pour répéter des efforts intenses pendant toute la durée du combat. Et du coup, là, par rapport à la question que je t'ai posée, donc si tu avais un athlète dont tu devais t'occuper pour qu'il devienne champion du monde, est-ce que c'est important, imaginons qu'il est à peu près moyen dans tous ces domaines-là.
Tu vois, comme ça, c'est un petit peu plus simple plutôt que de savoir, Mhm. bon, il est hyper nul dans cette filière-là, donc on va développer. Tu vois, bon, à la rigueur, tu pourras peut-être répondre à ça après. Est-ce qu'il faut que sa faiblesse devienne une force ou est-ce qu'il faut juste que sa faiblesse devienne moins une faiblesse, etc. Mais imaginons, tu as un athlète qui est à peu près moyen, tu vois, sur tous les domaines que tu le Mhm. testes. Comment tu organises le truc? Est-ce que tu regardes s'il y a une saison? Est-ce que tu vois si c'est peut-être plus facile dans certains sports où ça s'arrête complètement à un moment, puis ça reprend, il y a une saison complète, tu vois. Mais par exemple, moi, j'avais posé la question à Rafael Mendes quand il se préparait pour les championnats du monde, à quel moment il commençait, tu vois. Et les championnats du monde, c'est souvent le 1er juin ou fin mai. Et lui, il commençait sa préparation, alors pas seulement physique, hein, mais tout Mhm. en fait, hein, nutrition, entraînement, etc. Il commençait le 1er janvier. Donc déjà, toi, si on t'amenait un athlète, combien de temps tu voudrais l'avoir et qu'est-ce que tu commencerais par lui faire faire? Alors, la première question que tu as posée, c'est la question de la planification. C'est-à-dire comment, c'est ce qu'on a étudié, comment on peut arranger les choses de la meilleure des façons pour qu'on atteigne un pic de forme, pour qu'on atteigne un niveau de forme optimal le jour J, le jour de l'échéance. Donc, comme tu dis, la première chose, c'est qu'on découpe l'année. On découpe l'année sur des échéances qui, pour nous semblent importantes. Ok, c'est la première chose qu'on fait. Donc, je ne sais pas, tu as les championnats. Nous, en jiu-jitsu brésilien, on a beaucoup de chance. Première chance, les compétitions on connaît les dates des compétitions à l'avance. C'est quelque chose qu'on n'a pas en MMA professionnel, c'est quelque chose qu'on a en MMA amateur, qu'on n'a pas en MMA professionnel. Donc, on a des dates, première chose. Deuxième chose, on n'a pas de. Alors, maintenant, il y a des qualifications pour les black belts. Avant, il n'y avait même pas de qualification. C'est-à-dire que tu peux vraiment faire en sorte d'être très bon ce jour-là, mais c'est pas comme j'ai des judokas que j'entraîne pour les Jeux Olympiques. Ils doivent être bons pendant la sélection, suffisamment bons pour marquer les points, et puis ils doivent être bons ensuite aux JO. Donc c'est beaucoup plus compliqué. Là, on a une saison où, ok, tu as quelques échéances importantes, mais tu as surtout ton échéance importante que tu m'as dit là, c'est les championnats du monde. Donc ça, c'est la première chose qu'on doit définir ensemble, c'est quelle est l'échéance importante cette année ou quelles sont les 2, 3 échéances les plus importantes, celles qui sont un petit peu moins et celles qui ne sont pas importantes du tout. Et comme ça Oui, nous permet de dire, OK, disons assez ouais, simplement, tu vois, pour un athlète de jiu-jitsu brésilien, souvent, les échéances majeures, si on parle juste du circuit BJJ, hein, ouais, je simplifie parce que sinon c'est trop compliqué avec toutes les oui, oui, fédérations, mais si on parle juste du circuit BJJF, imaginons l'athlète, c'est 3 échéances, c'est le championnat d'Europe de Lisbonne, les Panames en Californie, les championnats d'Europe de Lisbonne fin janvier, les Panames fin mars ou mi-mars, et le mondial fin mai, début juin. c'est très bien. C'est très bien. Du coup, on sait, là, d'après ce que tu dis, tout de suite, on sait qu'on a 3 pics de forme, mais que ces 3 pics de forme, ils sont regroupés quand même dans 6 mois. Donc, on sait déjà instinctivement, tu me dis le championnat du monde est en juin, c'est ça? Ouais, fin mai, début juin, ouais. Fin mai, début juin, on sait instinctivement que juin, juillet, août, celui qui se fait un programme super intense, super épuisant physiquement à cette période-là de l'année, stratégiquement parlant, c'est pas intelligent. Parce que juin, juillet, août, septembre, octobre, c'est pas là où il doit avoir son pic de forme. Il doit avoir son premier pic de forme à Lisbonne en janvier. Il doit avoir son deuxième pic de forme aux alentours de mars. Et puis ensuite, fin mai, début juin, c'est là qu'il doit performer le plus parce qu'il veut être champion du monde. Première chose. Deuxième chose, comment on va organiser les qualités physiques de façon à ce que le jour du combat, on soit le mieux possible. On va parler d'un point de vue neuromusculaire. Ok. D'un point de vue neuromusculaire, on va vouloir développer dans un premier temps la force. Ok. Ok. La force, c'est 2 facteurs. C'est combien j'ai de masse musculaire, ce qu'on appelle l'hypertrophie. Et deuxièmement, quel est mon facteur nerveux? Le facteur nerveux, donc c'est ce qu'on appelle la coordination inter et intramusculaire. C'est à quel point j'arrive à contracter les fibres musculaires au sein de mon muscle. Donc, par exemple, dans mon biceps, est-ce que je contracte 1 unité, 2 unités, 3 unités motrices ou est-ce que je contracte la totalité des unités motrices? Et si j'en contracte plus, je suis plus fort. Ok. Et ensuite, la coordination intermusculaire, c'est-à-dire que je fais, souvent je donne l'exemple du coup de poing. Tu me poseras la question peut-être sur un exercice de JB, mais je fais un coup de poing. Est-ce que je fais juste mon coup de poing avec mon triceps ou est-ce que quand je fais mon coup de poing, j'inclus mon mollet,
mon ischio, mon fessier, mon grand dorsal, etc., etc. Et donc ça, c'est la coordination entre les différents muscles. Donc on a dit la force maximale, c'est l'hypertrophie et ensuite le facteur nerveux, coordination intramusculaire. L'hypertrophie, on va commencer par ça. Pourquoi on va commencer par ça? Je te dis vraiment une manière générale de programmer. De manière générale, on va commencer par programmer par ça parce que un certain niveau de sollicitation de force, c'est ce qui va suivre après l'hypertrophie, on va faire de la force max, le facteur nerveux, va permettre de garder le niveau d'hypertrophie. Et quand on va passer de la force à la puissance, le niveau de puissance, le travail en puissance va permettre de garder, de maintenir le niveau de force. Tu vois, donc on va transférer à chaque fois, on va travailler autre chose, mais la nouvelle chose qu'on va travailler va permettre de garder les qualités acquises précédemment. C'est l'idée de la planification, hein. C'est pas de faire quelque chose et puis je fais plus du tout, c'est de faire quelque chose, puis ensuite de faire un travail qui complémente et puis qui permet de maintenir la qualité qui était là avant. Ok, Donc pour répondre, donc quand ta saison elle se termine ou donc quand elle commence ou en saison off, on va dire, ouais, juin, juillet, août, où voilà, il n'y a pas de compétition, etc., tu vas faire du développement de la masse musculaire. exactement. Euh, C'est le moment, c'est le moment où non seulement on est sur de l'hypertrophie, mais en plus d'être sur de l'hypertrophie, c'est le moment où bah, je peux sortir mon jeu numéro 3, numéro 4. Je suis plus dans le moment où je dois sortir mon meilleur jeu. Je suis tout le temps au-dessus. Bah, viens, pendant 2, 3 mois, je vais travailler en dessous. Ou je vais travailler ce truc que j'arrive jamais à faire. C'est le moment où on peut être vraiment nul, entre guillemets. ouais. Et puis, c'est le moment où on peut mettre un gros volume de travail sur quelque chose qui n'est pas spécifique au sport parce qu'on est loin de la compétition. Et pour l'hypertrophie, on a besoin d'énergie, on a besoin de récupération pour faire grossir le muscle. On a besoin peut-être de prendre du poids parce que le meilleur régime pour prendre du muscle, c'est être en régime hypercalorique. Donc avoir un apport calorique qui est supérieur à ta dépense calorique. Et donc pendant tout ce temps-là, on peut prendre du muscle. Ensuite, Et ce donc là, muscle, c'est il va pas, falloir. c'est, alors juste pour essayer de Ouais. simplifier, est-ce que du coup c'est quelque chose qui reste spécifique au jiu-jitsu ou c'est limite à un entraînement type bodybuilding juste pour construire de Ouais. la masse musculaire? Alors sur l'hypertrophie, tu pas nécessairement besoin que ce soit spécifique au jiu-jitsu brésilien. Tu as besoin de créer du muscle. Alors Ok. après, tu as besoin de créer du muscle dans les endroits qui sont utiles pour le jiu-jitsu brésilien ou dans les endroits qui vont te permettre d'éviter les blessures en jiu-jitsu brésilien. Donc nous, on est des sports relativement complets dans lesquels une masse musculaire généralisée va nous servir, mais il y a d'autres sports dans lesquels on ferait de l'hypertrophie, mais pas forcément pour tout le corps. Mais c'est une phase où on peut avoir des gestes qui sont vraiment très éloignés, très peu spécifiques par rapport à la discipline. Ok. De là, on va passer, après avoir fait ce bloc d'hypertrophie, et attention, on va faire pour revenir quand même, hein, on va faire un bloc d'hypertrophie si l'athlète qu'on a pris en main a besoin de faire de l'hypertrophie. Hein, là, on a généralisé, mais on revient quand même à notre analyse de l'athlète, c'est la première chose qu'on fait. Si lui, il n'a pas besoin de ça, on va passer directement à la seconde phase ou à la troisième phase, etc. Ok. Sur le plan neuromusculaire, on va être sur l'hypertrophie. Sur le plan cardiovasculaire, on va être sur l'endurance de base. On va être sur développer ce qu'on appelle le volume d'éjection systolique, développer un pouls au repos qui est plutôt bas. Hein. Donc, pour les athlètes des sports de combat, on cherche à avoir un pouls entre 45, 50, 40, 50. C'est pas mal. Pour les poids les plus légers comme toi, plutôt autour de 40. Pour les poids les plus lourds, plutôt autour de 50. Ça nous permet quoi? Ça nous permet de développer une capacité à récupérer au travail qui est plus importante. Donc là, on prépare la saison à venir en disant, OK, grâce à ce pouls au repos qui est plus lent, grâce à ce volume, grâce à ce cœur qui s'est élargi et qui, à chaque fois qu'il envoie du sang, il envoie plus de sang, grâce à ce système parasympathique, le parasympathique, c'est celui qui permet de récupérer, qui est mieux développé, je vais mieux dormir, je vais mieux me reposer et quand je vais m'entraîner, je vais pouvoir récupérer plus rapidement. Donc c'est le Et donc moment de le tu le développer. fais en même temps que cette phase d'hypertrophie. On peut le faire en même temps que le travail d'hypertrophie. C'est pas du tout contre-productif. Ok. Et donc ça se transmet comment? Enfin, c'est quoi en gros L'endurance fondamentale, de manière basique, c'est du 130, 150 BPM, 20 à 90 minutes, 3 à 4 fois par semaine. Voilà, c'est une méthode classique du développement. En gros, ce qui se passe, pour faire simple, ton cœur, il pompe du sang en permanence. Ce que les gens ne savent pas, c'est qu'il y a deux types d'hypertrophie qui peuvent être créés dans le cœur.
il y a ce qu'on appelle une hypertrophie excentrique du myocarde. Ton cœur, il devient plus gros, donc il pompe plus de sang. Ou il y a ce qu'on appelle une hypertrophie concentrique du myocarde. Les parois de ton corps, de ton cœur deviennent plus épaisses et donc il envoie du sang plus fort. Nous, ce qu'on veut dans un premier temps, c'est faire en sorte qu'il pompe plus de sang. Pour qu'il pompe plus de sang, il faut régulièrement lui mettre du sang au maximum de la contenance qui est possible pour le cœur. Et puis, au fur et à mesure, comme un ballon qu'on remplirait d'eau en permanence, il va s'élargir. Et donc, à un certain moment, le pouls-repos va diminuer. Ça va être notre signe que le cœur, le volume d'éjection systolique, on appelle ça, s'élargit. Une deuxième adaptation qui va être créée aussi, c'est le développement de capillaires sanguins. Ce qu'il faut comprendre, les gens parlent d'endurance comme si c'était comme si tu as un problème d'endurance, j'ai un problème d'endurance, comme si on avait le même problème. Mais on peut avoir tous les deux un problème d'endurance, mais d'un point de vue physiologique, on n'a pas du tout le même problème. On a parlé du cœur. C'est un premier endroit où l'oxygène va être envoyé vers le muscle pour faire de la production d'énergie aérobie, dont on a parlé tout à l'heure. Quand l'oxygène est envoyé, il va passer par les vaisseaux sanguins et à un moment, au niveau du muscle, il y a ce qu'on appelle des capillaires sanguins et ces capillaires, ils peuvent être plus ou moins développés et ces capillaires vont échanger l'oxygène avec le muscle. Si les capillaires ne sont pas développés, eh ben, tout de suite, si tu veux, bah, la jonction, la transmission de l'oxygène vers le muscle est limitée. Et puis après, la troisième étape, c'est une fois que l'oxygène est passé, est arrivé au muscle, on peut avoir des muscles qui ont plus ou moins de mitochondries. La mitochondrie, c'est une petite organite qui permet d'utiliser l'oxygène pour l'oxygène et puis des substrats pour les transformer en énergie. Et donc, on peut avoir des cellules musculaires qui sont plus ou moins, on appelle ça oxydatives, qui ont plus ou moins la capacité d'utiliser l'oxygène pour produire de l'énergie. Et si tu veux, pour toutes ces étapes, pour toutes ces choses-là, on a des méthodes de travail qui sont différentes. Donc l'endurance, c'est pas on fait de l'endurance, c'est quel est ton facteur limitant, et ça on sait grâce au diagnostic de test, et ensuite quelle endurance je vais développer par rapport à ton facteur limitant. Et selon, si tu veux, l'endurance fondamentale dont on vient de parler juste avant, c'est le traditionnel footing qui à un moment a été supprimé parce qu'on a dit, mais moi, pourquoi je vais faire du footing alors que moi je fais du jiu-jitsu brésilien, j'ai pas besoin de faire de footing. Mais en réalité, pour développer le volume d'éjection systolique, le footing, c'est un bon outil. Il y a plein d'autres outils. On pourrait tourner, moi ce que je préconise à certains de mes athlètes qui ont besoin de progresser techniquement, tu prends un partenaire, tu mets un cardio-fréquence-mètre, ou si tu n'en as pas, tu restes à un niveau d'intensité dans lequel tu peux encore parler, ce qu'on appelle le seuil ventilatoire numéro 1. Et puis, tu tournes, tu mets en flow, tu vois, vraiment très technique, très intelligent. Et tu ne te fatigues pas. Et tu fais ça 20, 30, 40, 50 minutes d'affilée. Et ben en fait, Et en donc ça peut réalité, remplacer ton footing alors. ça peut remplacer ton footing. C'est des outils, c'est des outils qui ont des avantages, des inconvénients. Le footing est moins spécifique, c'est Mhm. l'inconvénient. L'avantage du footing, c'est qu'on stresse d'autres muscles. Et donc, quand on pratique à haut niveau une discipline, il y a un moment où on a des blessures parce qu'on fait tout le temps les mêmes mouvements. Et si tu veux, pour éviter ces blessures, il y a un moment où on est obligé de dire, écoute Vincent, tu fais déjà 15 heures, 20 heures de jiu-jitsu dans la semaine. Ce que j'aimerais, c'est que pour ton endurance fondamentale, tu fasses plutôt de la natation. Parce que ça va soulager tes articulations, tes tendons, tes ligaments. Mais c'est des outils. C'est pas le tournevis est bien et le marteau est pas bien. Le marteau, c'est super pour enfoncer un clou dans un tableau, mais le tournevis, c'est super pour démonter. C'est deux outils différents. Ok, donc là, tu as commencé sur ta première phase. Ouais. On a développé un peu l'hypertrophie, on travaille sur l'endurance. Ensuite, Cette phase-là, en général, on appelle le développement de la capacité de travail. Ensuite, en général, on va passer sur un travail de force maximale. D'un point de vue, comment dire? D'un point de vue neuromusculaire, on va travailler sur un travail de force maximale. Donc, ce qu'on va faire, en fait, c'est qu'on va travailler sur cet aspect nerveux, coordination intramusculaire. On va descendre le nombre de répétitions. On va utiliser plutôt des exercices polyarticulaires, squat, soulevé de terre, développé couché, épaulé, arraché, etc., sur lesquels on va mettre des charges
assez importante, plutôt au-dessus de 85%. On va laisser un temps de repos qui va être plus important aussi entre les séries et puis on va faire 1 à 5 répétitions. C'est un travail classique de développement de la force maximale. Là, Et c'est un ce truc, travail-là, il doit durer combien de temps? heu, alors là, ça c'est vraiment, les cycles de travail qu'on va faire, ils vont durer entre 3 et 6 semaines. Ça va dépendre des personnes, ça va dépendre de pas mal de choses. Mais en général, un cycle va durer entre 3 et 6 semaines avec peut-être, s'il dure 6 semaines, peut-être une semaine de décharge ou peut-être d'abord une augmentation du volume avant d'augmenter l'intensité. On rentre sur des données pratico-pratiques un petit peu plus compliquées. Un point important qui peut intéresser les auditeurs, j'entends beaucoup de personnes qui se chamaillent sur est-ce que je fais 3 reps, est-ce que je fais 4 reps ou est-ce que je fais 5 reps sur du développement de la force maximale. On s'en fout. C'est-à-dire qu'il y a pas d'étude, il n'y a pas de personne qui est capable de dire 3 reps c'est génial et 5 reps c'est nul. Si tu es à 5 reps, tu vas être plutôt vers les 85% ou 80%. Si tu es sur 3 reps, tu vas être plutôt vers 90% de ta force maximale. Mais à partir du moment où tu mets une charge qui est de plus en plus lourde sur des mouvements polyarticulaires, sur lesquels tu laisses un temps de repos suffisant, et ça c'est notre problème dans les sports de combat, c'est que quand tu dis à quelqu'un tu vas faire 3 répétitions, tu vas laisser 3, 4, 5 minutes de repos, puis tu vas refaire 3 répétitions, ça ne nous plaît pas. Et pas des choses qu'on aime particulièrement. Donc, bien laisser le temps de repos, faire attention parce que c'est une phase dans laquelle, encore une fois, d'un point de vue ostéotendineux, on va être plus fragile parce qu'on met des charges lourdes sur notre corps, sur notre système ostéotendineux, les tendons, les ligaments. Donc, il va falloir être un petit peu plus vigilant dans la pratique, peut-être faire une pratique un petit peu plus douce, un petit peu plus cool. Et puis ensuite, après, donc ça, c'est d'un point de vue neuromusculaire. D'un point de vue cardiovasculaire, puisqu'on a développé le volume d'éjection systolique, puisqu'on a développé l'endurance de base, on va pouvoir commencer à travailler sur des exercices un petit peu plus intenses. Et donc, pour augmenter l'intensité, traditionnellement, ce qui se fait, c'est qu'on va fractionner l'effort. On va faire de l'intermittent, de l'intervalle, du fractionné. Tout ça, c'est plus ou moins les mêmes termes pour dire on va accélérer, récupérer, accélérer, récupérer, accélérer, récupérer. Ok, donc ce travail-là, on est toujours à distance de nos échéances. On est à distance, mais on commence à se rapprocher. Ok, donc est-ce que jusqu'à quelle distance tu peux être est-ce que tu peux travailler la force, par exemple, jusqu'à 2 semaines avant une compétition? À quel moment tu dois t'arrêter? Traditionnellement, le fight camp, il dure 8 semaines. Pourquoi 8 semaines? Parce que 8 semaines, c'est un temps dans lequel tu peux créer des bonnes adaptations. Mais en parallèle, 8 semaines, c'est pas trop long non plus. Une des erreurs classiques de la préparation sur des grosses échéances, c'est les gens qui commencent la préparation trop tôt, qui sont en forme, et puis au final, 2, 3 semaines avant la compétition, ils sont plus en forme. Et ils régressent, et non seulement c'est pas bon d'un point de vue des qualités physiques, mais c'est pas bon aussi d'un point de vue des qualités mentales, psychiques, parce que la confiance, elle en prend un coup quand je vois que sur les dernières semaines d'entraînement, je suis de moins en moins performant. Donc, quelque chose d'assez judicieux, c'est de faire entre 6 et 8 semaines comme temps de préparation pour un gros fight camp. Donc, 8 semaines avant Lisbonne, je commence mon fight camp, par exemple. Ok. Sur la première partie du fight camp, je peux encore avoir de la force maximale. Et ça, c'est quelque chose qui va dépendre des athlètes, parce qu'il y a des athlètes, par exemple, je donne un exemple très concret, j'entraîne Lucas Diallo qui se prépare pour les Jeux Olympiques des judo, qui se préparait parce que ça a été reporté. Et lui, c'est quelqu'un qui a besoin de se sentir fort avant les combats. Donc, on fait régulièrement ce qu'on appelle des rappels de force. On ne fait pas des cycles du développement de la force maximale, mais on fait des rappels de force. C'est-à-dire que, comme on disait tout à l'heure, entretenir la force, ce n'est pas très compliqué. Et donc, une petite séance de force par semaine nous suffit à maintenir son niveau de force maximale. Et attention, on ne fait pas qu'une séance de force. On fait une séance de force et peut-être 2 séances de puissance. Et les 2 séances de puissance plus la séance de force vont nous servir vont nous suffire pour maintenir son niveau de force maximale. Donc, jusqu'à 3-4 semaines avant le combat, on peut encore utiliser des méthodes comme le développement de la force maximale, même un petit peu plus près. Moi, je coupe tout ce qui est non spécifique, pour revenir à ta question, tout ce qui est non spécifique, 2 semaines avant, j'arrête 2 à 3 semaines avant, j'arrête tout ce qui est non spécifique. Ok. Donc après, tu passes à une fois qu'on a fait cette phase de développement de la force maximale,
Sur quoi tu vas te La concentrer? puissance. Il y a plein de méthodes de développement de la puissance. Il y a le statodynamique, il y a la pliométrie, la méthode triphasique, il y a le French contrast. Il y a plein de méthodes. Maintenant, à chacun d'utiliser les outils qu'il maîtrise le mieux, qui sont les plus appropriés à son athlète par rapport à son niveau, etc. etc. Et on reviendra un petit peu sur cette notion de quelle méthode on utilise à quel moment. On reviendra un petit peu plus tard sur ta prochaine question, a priori. C'est quelque chose qui t'intéressera. Mais il va falloir que je développe la puissance. Donc la puissance, on n'est plus sur combien je peux soulever au squat, pour faire très simple pour les gens. On n'est plus sur combien je peux soulever au squat, mais en combien de temps je peux exprimer le plus de force possible. C'est ça qui nous intéresse. En combien de temps je peux exprimer beaucoup de force. Et donc, on va transférer la force sur cette notion-là, la notion de puissance. D'un point de vue de l'endurance, on va commencer à s'orienter vers l'endurance musculaire. Et donc, pour les deux qualités, neuromusculaires et cardiovasculaires, on va s'orienter vers quelque chose de plus en plus spécifique. C'est-à-dire que là où tu m'as posé la question tout à l'heure sur l'hypertrophie, on pouvait être très peu spécifique. Sur l'endurance de base, on pouvait être très peu spécifique. Là, il nous faut être beaucoup, beaucoup, beaucoup plus spécifique à notre discipline. Donc, peut-être qu'en jiu-jitsu brésilien, là, je vais utiliser pas mal d'exercices sur lesquels je vais faire de l'isométrie. Je vais faire du statodynamique parce que c'est ce qu'on a en fait, phase d'isométrie, puis ensuite phase d'explosivité, statodynamique. Donc, est-ce que tu peux me donner un ou deux exemples par exemple, qu'est-ce que ça peut être comme exercice? Un exemple simple de statodynamique, je suis en traction, je suis bras fléchis avec un kimono, par exemple, si on veut être dans le assez spécifique, là, j'ai un kimono que j'ai accroché à ma barre de traction, je suis accroché ici, je suis bras fléchis comme ça, ok? Et puis 1, 2, 3, boum, j'explose, je remonte la traction, je redescends, je reviens. 1, 2, 3, boum, j'explose, je redescends la traction, je reviens, etc. Donc, je suis sur une phase statique, boum, il faut que j'explose. Autre exemple, j'ai pris une barre, je mets une barre comme si je voulais l'arracher ou comme si je voulais l'épauler. Je la mets en dessous le genou ou je la mets même un petit peu plus haut. Je reste dans cette position. 1, 2, 3. Dès qu'on me lance le signal, boum, il faut que j'explose, il faut que je l'épaule instantanément. Ok, donc ça, c'est statodynamique. Et donc, tu as des exemples de travail juste en isométrie Isométrie. Alors, on a deux types d'isométrie. On a l'isométrie au temps maximum. C'est-à-dire que je mets une charge, 80% de ma charge max, et puis je reste au temps maximum. Je ne sais pas. Et ce qu'il faut comprendre sur l'isométrie, c'est qu'on a des gains qui sont assez spécifiques, pas uniquement spécifiques, mais assez spécifiques à l'angle de travail. Donc, je sais que j'aime bien la guillotine, par exemple. Et je veux travailler sur la pression que je suis capable de mettre sur une guillotine. Je prends une balle, je la mets ici, je la mets en position de guillotine et mon coach me donne le signal. Et donc, j'ai deux solutions. Soit j'ai une balle que je vais serrer le maximum pendant 3 à 6 secondes, je vais serrer le maximum, puis je vais relâcher. Ou je vais faire de l'isométrie sur laquelle je vais serrer et mon coach va chronométrer et on va voir combien de temps je peux serrer au maximum de ce que je peux serrer. Et là, c'est à moi d'être quelque part honnête en disant, écoute, là, j'ai senti qu'au bout de 35 secondes, non, j'avais plus de pression dans le bras. Donc, c'est deux types de travail différents selon, encore une fois, selon est-ce que ton problème en compétition, c'est tu as le truc et puis au bout de 30 secondes, tu as mis trop de pression et puis tu n'arrives plus à mettre la pression, ou est-ce que en fait, tu n'as jamais eu la puissance nécessaire pour faire taper sur ce mouvement et donc on veut développer la puissance nécessaire. Ok. Donc là, maintenant, on se rapproche un peu de l'échéance. Tu fais du travail statodynamique, de l'isométrie. Ensuite. On commence à travailler l'endurance musculaire locale. Là, encore une fois, en endurance musculaire locale, ce qu'il faut comprendre, c'est que c'est deux choses. L'endurance musculaire, c'est donc on a 3 types de fibres musculaires dans le corps. Mais pour faire simple, on va simplifier, on va dire qu'il y a 2 types de fibres. On a les fibres lentes et les fibres rapides. Être plus endurant au niveau musculaire, c'est développer la force des fibres lentes. Donc, les fibres lentes, on les rend plus fortes. Et développer l'endurance des fibres rapides. Et donc, on a des méthodes de travail là-dessus qui nous permettent de dire, OK, là, je vais développer l'hypertrophie, ce qu'on appelle des fibres lentes. Donc, la tempo méthode, c'est une méthode classique pour développer l'hypertrophie des fibres lentes. Et puis, on a des méthodes pour développer les capacités oxydatives des fibres rapides.
C'est des méthodes sur lesquelles tu vas exploser, te récupérer, mais avec un temps de repos qui n'est pas complet, exploser, récupérer avec des temps de repos pas complets, etc. Donc là, on est dans l'endurance musculaire locale. Et puis après, ce qui va nous importer, on commence à être là, on commence à être vraiment dans le combat, hein. On commence à être vraiment très proche du combat, hein, quand on commence à attaquer ces trucs-là. Et puis après, ce qu'on va travailler, c'est on va travailler vraiment très spécifique et on va presque délaisser la préparation physique avec des outils comme les barres, etc. Et puis on va se rapprocher vraiment de peut-être que je vais me mettre à la salle et puis je vais tourner avec. Alors, tu me fais penser à un des meilleurs conseils que je puisse donner sur la préparation physique et ce que je vois. Vous vous rapprochez de l'échéance, vous vous rapprochez de Lisbonne. Et là, c'est vraiment un conseil qui va servir à beaucoup de monde, je pense. Vous rapprochez de Lisbonne. Et à Lisbonne, vous allez faire… Combien on fait de combats, Vincent, si on veut gagner Lisbonne en black belt adulte? En 4-5. 4-5 combats pour gagner en black belt adulte. OK. Vous avez 4-5 combats dans une journée. Ces combats, ils sont espacés de combien de temps, chaque combat? Ça peut être de 10-20 minutes jusqu'à 1 heure. Parfois même, OK. tu peux combattre le matin et puis si c'est les finales, là on parle juste des ceintures noires, hein. Mais bon, tout le monde n'est pas ceinture noire, donc ça peut aider aussi les autres. Pour les ceintures noires, ils combattent l'après-midi pour la finale, donc ils ont pas mal de temps pour récupérer. Mais sinon, une ceinture bleue en moins de 76, par exemple, il va avoir 7 ou 8 combats et des fois, il va les enchaîner tous les 6 minutes. Et parfois, il va avoir 20-30 minutes de récupération. Très bien. Disons même 6 minutes. Ce qu'on fait dans les salles, c'est quoi? On arrive à la salle, on est à 2-3 semaines de Lisbonne et je mets le chrono. Je fais un fight de X temps, 5, 6, 7 minutes. Je prends 1 minute de repos et je repars pour le fight. Ma grande question, c'est pourquoi? Pourquoi, au lieu de faire ça, on ne fait pas j'ai fait un fight de 6 minutes, 7 minutes, le temps de mon combat, pas plus de temps que mon combat, le temps de mon combat, parce qu'on est proche, pardon, on est proche de l'échéance. Et courir un 400 mètres, ce n'est pas courir un 1500 mètres. OK. Le coureur de 400 mètres, à 3 semaines de son échéance, il n'est pas en train de faire des 1500 en se disant si j'arrive à faire 1500, le 400 mètres, ce sera facile. Parce que ce n'est pas le même rythme, ce n'est pas la même intensité. Donc, on fait le temps de son combat. Et puis, quand on a fini, on prend un long temps de repos. Peut-être qu'on laisse passer un randori. Et au prochain randori, on reprend quelqu'un. Mais par contre, au lieu de faire plein de randori à une intensité moyenne, on fait peu de randori à l'intensité du jour du combat. Mhm. Si maintenant on est dans une salle où toi, Vincent, et tes ceintures noires, et tu n'as pas de ceintures noires qui sont venues pour t'aider, pour te préparer pour Lisbonne, et c'est compliqué, et tu veux quand même mettre le rythme de Lisbonne. On fait des techniques qu'on utilise depuis très longtemps. J'ai un match de 10 minutes, je fais 3 minutes avec une violette, 3 minutes avec une autre violette, 3 minutes avec une autre violette. J'ai fait mes 9 ou 10 minutes, je prends mon temps de repos, un temps de repos complet, 10-20 minutes, le temps que j'aurai à Lisbonne, et je repars pour la même chose. Mais c'est une grosse erreur qu'on fait dans les sports de combat de vouloir faire plus en disant je fais plus, ce qui veut dire que le jour du combat, je serai moins fatigué. Non, je serai peut-être plus fatigué le jour du combat parce que je me suis habitué à être un rythme de, si on parlait de course, je me suis habitué à être un rythme de 15 km/h, mais le rythme imposé en combat, c'est 20 km/h. Et je Après, suis donc, pas. il y a aussi une raison, hein. Après, c'est pas pour trouver des excuses. Et au contraire, je pense que c'est intéressant de savoir ça. Mais l'une des raisons pour laquelle c'est fait comme ça dans les clubs, c'est aussi que c'est très rare de voir un club, ou ça n'existe pas, un club où il y a que des gens qui vont faire la compétition. Donc, tu viens à ton entraînement le mardi soir, tu as 3 compétiteurs qui vont faire Lisbonne et tu as 25 personnes qui viennent pour s'entraîner, tu vois. Donc, tu vas organiser ton entraînement pour le collectif et pas pour 3 personnes sur 28, tu vois. Donc, forcément, après, tu as fait tes échauffements, tes techniques, ton enseignement, etc. Après, il reste, je sais pas, 40 minutes de randonnée. Si les athlètes qui se préparent pour Lisbonne, ils font que 2 combats, tu vois, ils se sentent comme s'ils n'avaient pas, tu vois ce que je veux dire? Du coup, l'entraînement, il n'est pas organisé pour le compétiteur. Après, ça n'a rien à voir avec la question que je t'ai posée, puisque là, on parle de vraiment quelqu'un qui a pour objectif d'être champion. Mais c'est vrai que c'est aussi, je pense, une des raisons pour laquelle on voit les gens faire ça dans leur académie. Mais je discutais avec Thomas, j'étais avec Thomas en podcast hier, et on parlait d'Athos.
A priori, ce qu'ils me disaient, même sur Atos, les mecs, ils arrivent et puis ils font leurs 6 minutes à fond avant la DCC, leurs 5 ou 10 minutes à fond. Puis ils laissent un temps de repos de 1 ou 2 minutes et ils repartent pour 10 minutes à fond. C'est-à-dire que même à ce très haut niveau où on pourrait, en fait, on pourrait largement individualiser, on pourrait même, si on voulait vraiment professionnaliser la chose, on pourrait même imaginer des routines entre combats pour optimiser la récupération du grip, la récupération en faisant circuler le sang, etc. Et ensuite repartir. On pourrait simuler ça sur les entraînements des professionnels, je parle, hein, bien sûr. Mais même si on est dans un club amateur en France, pour les plus compétitifs qui préparent leur compétition, sauter un tour. Sauter un tour. Et je discutais avec Charline Vansnick, qui est très haut niveau en judo, etc. Elle me disait instinctivement, c'est des choses qu'elle fait. Instinctivement, elle va venir à la salle, elle va faire son gros sparring bien intense, elle va laisser un randori de repos, puis elle va refaire un autre sparring bien intense. Donc, il y a pas mal de champions qui l'ont déjà compris, ça. Mais c'est une des erreurs classiques des sports de combat. Oui, on a toujours envie d'en faire plus. On se dit, Plus. ouais, si je me repose, je suis feignant. Tu vois, on a tout de suite ce Ouais. genre de réflexion. Et puis tu te dis, bah, comme tu as dit tout à l'heure, hein, si je peux en faire 10, bah, je peux en faire 2, tu vois. Ce qui a rien à voir, évidemment, parce que c'est pas la même intensité, c'est pas le même rythme. Donc, je comprends, ouais. Du coup, est-ce que toi, en tant que préparateur donc de l'athlète, tu viendrais à ces entraînements du sport spécifique? Bah, normalement, c'est ce qu'il faut faire. Enfin, en tout cas, tu peux pas, soyons réalistes, un préparateur physique, il n'a pas le temps d'aller assister aux entraînements de tous ces athlètes qui prend en charge. C'est pas vivable. Mhm. Maintenant, quand on a la chance, moi je suis au MMA Factory et donc les gens que je prépare physiquement, c'est aussi des gens avec lesquels je m'entraîne, c'est aussi des gens que j'entraîne parfois. J'ai la casquette entraîneur et préparateur physique et du coup, forcément, ça facilite le travail. Quoi qu'il arrive, si on place les choses de la meilleure des façons, il faut travailler avec un staff. Donc, le préparateur physique, il ne peut pas. J'essaie de situer les erreurs, les plus grosses erreurs qui sont les plus dommageables. Grosse erreur des préparateurs physiques, c'est d'isoler leur charge de travail. D'ailleurs, moi, je te fais faire ça. Et puis, le mec, il ne pense pas en fait que derrière, il y a un entraîneur qui, lui, fait faire autre chose. Et puis, derrière, il y a aussi… Non, il faut centraliser. Il faut systématiser les choses. Et donc, nous, ce qu'on fait, par exemple, c'est qu'on crée des groupes. Donc, on crée un groupe pour les athlètes, quels que soient les athlètes avec lesquels je travaille, on crée des groupes dans lesquels il y a l'entraîneur, il y a le kiné, il y a le médecin s'il y a besoin du médecin, il y a le préparateur physique. S'il y a un préparateur mental, il est dans le groupe. Et donc, on peut tous communiquer en disant, voilà, moi, aujourd'hui, j'ai fait ça avec lui, lui, il a fait ça, lui, il a fait ça, voilà comment ça se passe au niveau des entraînements, voilà comment ça progresse. Et par contre, le préparateur physique, il doit guider sur la semaine. Il doit guider sur la semaine d'entraînement. Le système le plus utilisé aujourd'hui en préparation physique de haut niveau, c'est le système ILO. Le système ILO, c'est le système où tu as des jours hauts, des jours bas, des jours très intenses, dans lesquels ton système nerveux central, ce qui crée la commande musculaire, il est très sollicité. Et puis des jours où tu récupères vraiment. Ce qu'on s'est rendu compte, c'est que quand on s'entraîne tous les jours à fond, en fait, on ne s'entraîne jamais à fond. Et en fait, tous les jours, on pense qu'on est à fond, mais effectivement, lundi, j'étais à 100%. Mais en fait, mardi, je suis à 80%. Puis mercredi, je suis à 80%. Et toute la semaine, je la fais à 80% parce que je récupère jamais. Au lieu de faire ça, ce qui est intéressant, c'est de faire lundi, je suis vraiment à fond. C'est un jour très, très dur. Mardi, mercredi, c'est 2 jours qui sont… On fait du technico-tactique, on fait du footing de récupération, etc., etc. Le jeudi, j'ai encore un jour très intense. Si je suis en phase de compétition, c'est mon dernier jour intense de la semaine. Si je suis en phase, si je suis en phase de compétition, j'ai aussi le samedi où c'est très intense. Si je suis en phase plus loin de la compétition, ça y est, fin de la semaine, d'un point de vue intense, j'ai d'autres séances, mais qui me permettent de travailler. Je pense que tu es le premier à savoir, quand tu tournes avec un mec, tu tournes avec Rafael Mendes, tu es obligé de sortir ton meilleur jeu. C'est pas là où tu
tu peux sortir ton jeu numéro 2, numéro 3, numéro 4 et que tu peux progresser sur tes vraies faiblesses, les vraies faiblesses de ton jeu, que tu as le temps de progresser. Mais quand tu tournes avec quelqu'un qui est moins bon, en réalité, c'est là que tu peux vraiment progresser. Donc, l'idée, en tout cas, c'est ma vision de la chose. Le sparring intense, c'est le jour de test. C'est le jour où on teste ces techniques. On y va à fond, on teste. Mais le reste de la semaine, c'est là où vraiment on progresse parce que c'est les jours où on travaille sur ce qu'on a vu le jour du test. Le jour du test, j'ai vu que je prends le jab à chaque fois. OK, mardi, mercredi, vendredi, je vais travailler sur comment faire pour ne pas prendre le jab. Le lundi, j'ai pris Juji. Mardi, mercredi, on va travailler sur à quel moment j'ai fait l'erreur, à quel moment je n'ai pas replacé mes hanches, à quel moment je me suis laissé déstabiliser, à quel moment je n'ai pas placé la main au bon endroit. Et du coup, j'ai pris un Juji parce que j'ai autorisé cette erreur. Et donc là, t'en es où là dans la préparation de ton athlète? On en est presque à l'échéance. Ouais, je suis sorti, je suis désolé, je suis Non, désolé, je suis sorti. c'est juste pour qu'on puisse Ouais. retrouver On retrouve le le cadre fil de la conducteur, question. tu vois, pour qu'on voit où est-ce qu'on en est et est-ce qu'on est allé jusqu'au bout? Est-ce que… Ouais, si on retrouve le cadre de la question. Classiquement, d'un point de vue neuromusculaire, on va avoir hypertrophie, force maximale, puissance maximale, peut-être vitesse maximale. Ça dépend des disciplines. Est-ce qu'on a vraiment besoin de vitesse? Est-ce qu'on a plus besoin de puissance? Ça dépend des disciplines. D'un point de vue cardiovasculaire, on va partir d'endurance de base. Euh, Ensuite, on va transférer sur de la plus haute intensité. Puis, on va développer aussi l'endurance musculaire locale. Et puis, en se rapprochant de la compétition, si on regarde des échelles de spécificité, plus je vais être proche de la compétition, plus je vais utiliser des outils spécifiques à la compétition, du temps de travail repos proche de la compétition, des adversaires qui ressemblent à mes adversaires de la compétition, et des exercices qui ressemblent à ceux utilisés dans la compétition, peut-être même des exercices qui ressemblent à ceux que moi j'utilise. Pas que ceux qu'on utilise de manière générale. Non, j'ai un jeu, je ne sais pas, je suis Marcelo Garcia et je passe énormément de temps en dessous à faire une extension de jambe comme ça, tu vois, comme il faisait tout le temps Marcelo, sur une garde papillon. Peut-être que j'ai intérêt à travailler spécialement le leg extension à partir de cette position. Donc, on peut même créer, et c'est ce que faisaient les soviétiques à l'époque, des exercices spécifiques de développement de la force spécifiques à un individu ou à une discipline. Mais ça, c'est des choses qui ont un intérêt quand le niveau de force maximale ou de puissance maximale est déjà élevé, sinon ça n'a pas d'intérêt, et que on est proche de la compétition. Hmm. Ok. Et toi qui as pas mal voyagé, tu as été aux États-Unis, tu as fait pas mal de pays, j'imagine que tu as pu voir un petit peu comment se préparer les athlètes dans les autres pays. Est-ce que tu penses que en France, on est en retard au niveau de la préparation physique? Je parle toujours dans le jiu-jitsu brésilien, je ne parle pas dans les autres sports. Est-ce que dans le jiu-jitsu brésilien, les athlètes sont un petit peu en retard? Est-ce qu'ils négligent cette partie par rapport à, par exemple, aux Américains, qui je sais qu'ils sont assez friands de la prépa physique? Est-ce que tu penses que c'est un des trucs sur lesquels on est en retard? Oui, alors, oui, on est en retard, mais le gros mais et le gros positif dessus, c'est que donc moi, j'ai commencé la préparation physique au Krebs en 2015. En 2015, quand je suis arrivé au Krebs, il y avait encore des entraîneurs donc de haut niveau, hein, qui disaient, moi, je ne veux pas que mes athlètes squattent. 2015. Ça n'existe plus au Krebs. Tous les athlètes squattent et il n'y a pas de problème. J'ai vu une vraie évolution des mentalités dans la France entière sur la préparation physique en 5 ans. Le CrossFit nous a fait beaucoup de bien, il nous fait aussi du mal parce qu'on a plein de préparateurs physiques qui s'inventent préparateurs physiques en répétant des séances de CrossFit sans en comprendre les tenants, les aboutissants, ce que ça développe ou ce que ça ne développe pas souvent. Donc, il nous fait beaucoup de bien et du mal en même temps. Mais progressivement, on a le niveau qui augmente, vraiment, vraiment, vraiment. Et je pense on va rattraper les Américains. Après, ce qu'il faut savoir aussi, c'est que les Américains, et je ne suis pas fan de parler de ça, mais on sait qu'il y a beaucoup de dopage dans le jiu-jitsu brésilien de haut niveau, qu'il y a beaucoup de dopage notamment aux US là-dessus. Et parfois, les mecs, ils s'entraînent, si tu veux, ils font des préparations physiques qui ne sont pas terribles,
mais ils sont forts en dépit de leur préparation physique parce qu'ils sont chargés comme des mules. Quand tu vois les préparations physiques de Gordon Ryan où il fait de l'hypertrophie toute l'année, euh, voilà quoi, j'ai énormément de respect pour lui en tant que technicien de la discipline. Mais ces programmes de préparation physique, que ce soit lui ou que ce soit Tom DeBlass avec de l'intermittent fasting qui vend comme le remède miracle, etc. C'est une honte quoi. D'un point de vue préparation physique, c'est le Moyen Âge de la préparation physique. Donc, donc parfois ils sont bons en dépit de leur préparation physique. Je pense que si on doit prendre un modèle de référence sur ça, bah, c'est le modèle de lutte universitaire américaine, où là, par contre, on a des très bons préparateurs physiques. On a un niveau de préparation physique qui est extrêmement élevé. Et pour moi, l'avenir du jiu-jitsu brésilien, ça va être des athlètes qui vont ressembler aux lutteurs qu'on a aujourd'hui et qui vont être non seulement extrêmement forts, extrêmement explosifs, extrêmement endurants, ouais, des athlètes de très haut niveau et qui peuvent transférer dans toutes les disciplines. Parce que tu sais, dans le jiu-jitsu, une des questions qui revient souvent, c'est est-ce qu'un jour on réussira à avoir un ou plusieurs, évidemment, athlètes ou compétiteurs qui va pouvoir rivaliser au mondial ou tu vois, avec les meilleurs, etc. Tu vois, et on a eu plusieurs personnes qui ont pu faire des podiums aux Europes, même pourquoi pas au mondial en bleu, en violette, etc. En comblant ce manque au niveau de la préparation physique, est-ce que c'est de là que pourrait venir la solution? Je pense pas. J'allais te poser la question, en fait, c'est une question qui est intéressante. Euh, J'allais te poser la question. Non, je pense pas. Je pense pas que ce soit la préparation physique, elle n'est pas optimale. Mais si c'était que la préparation physique, on pourrait imaginer, parce qu'on a des très bonnes préparations physiques sur nos judokas de haut niveau, on pourrait imaginer un judoka de haut niveau qui se mettrait dans le jiu-jitsu brésilien et qui gagnerait tout. Non, je pense qu'il y a un problème technique, technico-tactique, très certainement. Même au-delà du problème technique, technico-tactique, il y a certainement un problème aussi mental. Et puis, il y a peut-être une question de temps ou d'équipe ou de vision, peut-être, parce que parfois, moi, je me souviens avant que le MMA Factory place 3 athlètes à l'UFC, il y avait déjà des Français qui étaient à l'UFC, mais l'UFC, ça nous paraissait presque impossible. Et puis après, quand il y a eu Mika, il y a eu Francis, il y a eu Taylor, on a commencé à se dire, en fait, l'UFC, c'est là, quoi. Si je suis suffisamment bon, je peux rentrer à l'UFC. On a commencé à y croire. Je pense que ce qu'a fait Thomas cette année, qui était en Ogi, qui n'était pas en Gui, mais qui était exceptionnel, finir numéro 1 mondial comme ça, je pense il y a des gens qui vont croire à ça parce qu'ils se sont dit, on a un Français qui a 40 piges, qui s'est entraîné tout seul toute l'année, sans coach, sans même vrai sparring partner, etc., et qui finit numéro 1 mondial en faisant tous les tournois. Maintenant, on a ce problème aussi que tu connais, que c'est onéreux de devenir numéro 1 mondial ou de devenir champion du monde en IBJJF et connaître vraiment, parce que c'est ça la compétition de haut niveau, c'est connaître parfaitement les règles. C'est gagner, c'est pas. c'est- Alors, Rafael Mendes, il battait les gens. Il met Juji à tout le monde, 80% de ses victoires par Juji. C'était incroyable, il battait les gens. Mais la compétition de haut niveau, souvent, c'est gagner, c'est pas forcément battre. Battre, pour moi, c'est on s'affronte et je t'ai soumis, je t'ai battu. Mais gagner, c'est dans les règles du jeu, j'ai marqué plus d'avantages, plus de points, et on sait tous les deux que le haut niveau, c'est ça. Ça joue à quel détail, la sortie du tatami, pas la sortie du tatami, le placement, la demi-garde et le petit avantage que j'ai pris sur ce genou qui est placé là. Et ça, c'est vous, toi, Kenji, Thomas, qui allez former les générations qui vont pouvoir performer à ce niveau-là. Ça, c'est un sujet assez intéressant. En plus, tu m'as parlé tout à l'heure de la lutte universitaire aux États-Unis. Donc, c'est un exemple pour la préparation physique. Je pense que c'est aussi un exemple pour beaucoup de choses, pour la performance. Et moi, c'est un truc sur lequel je me suis pas mal penché. J'ai essayé de chercher, en fait, au début, quand j'ai commencé à enseigner, je m'étais dit, ah, ce serait cool de pouvoir former des élèves, faire devenir champion du monde, etc. Et puis, tu cherches, voir quel modèle tu peux suivre, dans quel autre sport ils l'ont fait, etc. Et vraiment, la problématique, je pense qu'on peut avoir en France dans le jiu-jitsu brésilien. Et donc, c'est pour ça que je te posais des questions pour voir un petit peu ton avis. Mon avis, je l'ai un petit peu forgé moi-même aussi. Il vient pas forcément d'un domaine spécifique. Il vient pas de la préparation physique. Il vient pas de la technique.
Il y a des gens en France qui sont très forts techniquement, etc. Il y a des gens en France qui ont une très bonne préparation physique. Le problème pour moi, c'est l'environnement. C'est que, par exemple, si je prends une équipe de lutte dans une université américaine, tu as un groupe, je ne sais pas combien ils sont, mais on va dire 15 athlètes. Tu vas avoir 15 athlètes. Les 15 athlètes, ils vont avoir une saison qui va être rythmée. Ils vont avoir un préparateur physique, un coach, etc. Et ils seront présents à, pendant toute la saison, pendant toutes les phases. Donc, ça veut dire que tu vas pouvoir vraiment organiser l'entraînement pour développer les compétences de chacun de manière assez simple parce que tu peux organiser en fait. Le gros problème du jiu-jitsu en France, bon, après dans d'autres pays, hein, mais ça commence à se résoudre un petit peu aux États-Unis, au Brésil, avec certaines structures. Eux, ils vont avoir un environnement de professionnels. Ils vont être entourés. La personne qui va être champion du monde, elle n'est pas toute seule. Elle est entourée de gens qui veulent être champion du monde. Elle n'est pas entourée de Jacques, comptable, 35 ans, qui vient après l'entraînement, qui vient après le boulot, qui a 3 enfants, etc., qui en a rien à faire de devenir champion du monde, qui veut juste apprendre le jiu-jitsu brésilien. Donc, le fait d'avoir cette personne-là qui aspire à être champion du monde et cette personne-là qui s'entraîne vraiment juste pour son plaisir et que ces deux personnes-là se retrouvent à s'entraîner ensemble peut-être 4 fois par semaine, pour moi, ça crée un gros écart en fait. C'est cette personne-là qui veut devenir champion. Comment il peut se préparer de manière adéquate quand il est le seul à vouloir devenir champion dans son académie? Et moi, je l'ai vu dans certaines équipes où ce n'était pas forcément le meilleur prof ou voilà, les meilleures conditions techniques, mais par contre, ils étaient plusieurs à vouloir être champion du monde. Et donc, ils avaient cette motivation qui se transmettait et ils avaient tout organisé leur emploi du temps sur le fait d'être champion. Et je pense que ça, c'est un des facteurs numéro un qui nous manque en France. Parce que pour plein de facteurs différents, hein, le fait que les clubs soient mélangés, loisirs, professionnels, etc. Le fait que les gens en France, ils arrivent à un âge assez avancé dans le jiu-jitsu. C'est rare, enfin maintenant ça se fait de plus en plus, mais il n'y a pas beaucoup de gens qui ont commencé, je sais pas, à 10 ans le jiu-jitsu brésilien. Tu vois, il y en a peu, il y en a de plus en plus, mais il y en a peu. Et donc, c'est normal que quand tu commences une discipline à 25 ans, tu vas pas forcément aspirer à devenir champion du monde, à être le meilleur de cette discipline qui ait jamais existé alors que tu as commencé à 25 ans. Tu vois. Donc, je pense que souvent, on a ce problème d'arriver dans ce sport et de se dire ah oui, ben, j'ai tourné avec un tel, peut-être que je pourrais le battre, etc. Mais en fait, j'ai pas le temps de développement nécessaire pour pouvoir arriver à ce niveau-là. Tu vois ce que je veux dire? Ouais, ouais. Est-ce que c'est quelque chose que tu peux retrouver, par exemple, à la Z-Team, où il y a cette atmosphère un petit peu, j'ai l'impression qu'ils sont plein de compétiteurs, plein de champions qui veulent aller performer à l'étranger, gagner les choses. Est-ce que c'est une des équipes françaises où on peut retrouver ça, à Je ton avis? pense que oui, mais il y a quelques choses qui me font dire non. D'accord? Donc, pas du tout pour critiquer la Z-Team, bien au contraire. C'est plus pour voir de manière objective, est-ce que cette structure peut être comparable à une structure comme peut-être Atos ou DreamArt au Brésil, etc. Déjà, la plupart des compétiteurs à la Z-Team, ils ont, je sais pas, entre 20 et 30 ans. Et s'ils sont ceinture violette, marron ou noir, ils ont plus vers les 30 ans que les 20. Tu vois ce que je veux dire? Alors que normalement, en tout cas, c'est ce qu'on peut observer. Si on regarde par exemple une structure comme DreamArt au Brésil, la plupart des compétiteurs, ils sont jeunes, ils ont moins de 20 ans justement. Tu vois, c'est ça qui fait la majorité du groupe. Tu vois, c'est que des jeunes pratiquement. Donc, ils Ok. vont avoir un temps pour se développer qui va être bien plus important. Généralement, ils avaient peut-être 10 ans, donc ils ont commencé à faire de la compétition, etc. Et donc, ils ont eu le temps d'enlever le stress de la compétition. Voilà. Aussi, l'autre aspect, c'est que, tu vois, en France, donc là, tu prends l'exemple de la Z-Team, mais par exemple, quelqu'un qui va commencer à 22 ans. Il va commencer à 22 ans, il va progresser hyper vite. On en a vu, hein, Reda, Lutfi, etc. Ils ont progressé super vite. Mais tu ne peux pas non plus passer ceinture noire en un an.
Donc, Hmm. ça va te prendre quand même 7, 8, 9 ans, 6 ans pour les plus doués. Euh, et une fois que, donc j'ai dit, il a commencé à 22 ans, 6 ans après, il a 28 ans. Il a Hmm. 28 ans, il a toujours pas gagné d'argent avec le jiu-jitsu parce qu'en France, bah, il pouvait pas gagner d'argent. Et pourtant, il doit dédier tout son temps à devenir champion, mais pour pas gagner d'argent. Donc, ce serait pas vraiment logique, tu vois. Il n'a pas les débouchés qui vont C'est ça qui va faire la différence. l'inciter. C'est là où, parce que c'est intéressant et c'était un peu, il me semble, c'était un des sujets que tu voulais aborder, c'était l'âge à laquelle on peut commencer le sport. Si on regarde un petit peu toutes les disciplines et si on étudie les champions du monde junior des disciplines et les champions du monde senior, ce qu'on voit, c'est qu'il y a très peu de conversion. Je crois que c'est aux alentours de 10% dans les disciplines. 10% des champions du monde junior deviennent champions du monde senior. Ok. Pourquoi? Parce que ce qu'on observe aussi, c'est qu'en gros, tu as un temps de pratique de haut niveau qui est autour de 10 ans et que quand tu as passé ce temps de pratique de haut niveau, même si tu l'as fait, je ne sais pas si tu étais haut niveau de 15 à 25 ans, à 25 ans, c'est la fin de ta carrière. Ou si tu l'as fait de 20 à 30 ans, c'est à 30 ans la fin de ta carrière. Mais quand tu l'as fait de 20 à 30 ans, tu as passé 10 ans en senior et donc tu as pu accumuler pas mal de choses en senior. Alors que quand tu l'as fait de 12 à 22 ans, tu n'as pas passé beaucoup de temps en senior. Et si c'est un sport dans lequel il y a de l'argent, tu n'as pas accumulé beaucoup d'argent. Donc, ce qu'on voit, c'est qu'en fait, il y a un temps limite. C'est très rare, ça existe, mais c'est très rare. Les gens qui commencent tôt et qui, dans le même sport en tout cas, qui commencent très tôt et qui finissent tard. Et puis, et là c'est toi qui vas un petit peu me confirmer. Cobrinha, il me semble que c'est quelqu'un qui a commencé assez tard. Ouais, je crois qu'il a commencé à 25 ans. Mais pour le coup, je pense que c'est une exception. Tu vois, c'est le seul qu'on peut dire il a commencé à plus de 20 ans. Tu vois, Ouais. c'est vraiment une exception. Pour le coup, oui, c'est quelqu'un qui a eu un parcours exceptionnel. Mais si on regarde tous les autres, et on va regarder plus particulièrement la période plus proche de nous, parce que à l'époque, c'était Ouais. différent. Mais Ok. au plus proche de nous, je pense que ce serait très difficile de trouver un champion du monde qui a commencé après 17 ans. Ok. Oui. Alors là, attention, c'est sûr que alors ça arrive. Hein. Nous, on a Cyril Gane, mais c'est un sport professionnel. Il y a de l'argent. Nous, on a Cyril Gane qui a commencé très tard, mais qui faisait du basket avant. Alors, pour revenir sur les autres sports, ce qu'on observe premièrement, c'est que dans la plupart des sports, si on est très performant très tôt, en général, notre carrière s'arrête relativement tôt aussi. Première chose qu'on observe. Deuxième chose qu'on observe, c'est que dans les sports, dans la plupart des sports, plus tu as pratiqué de sport, enfin, c'est pas plus tu as pratiqué, mais le fait d'avoir pratiqué 2, 3 sports dans sa jeunesse permet d'optimiser les chances d'être à haut niveau dans un sport une fois que tu es senior, mais optimiser de manière exponentielle. C'est-à-dire que si on regarde la NFL, qui est le sport, avec le football, peut-être le sport dans lequel c'est le plus dur de rentrer au monde, en NFL, c'est 80% des joueurs qui jouaient 2 à 3 sports au lycée. C'est pas au collège ou pas Mhm. au lycée, ils jouaient encore 2 à 3 sports. Alors, il y a le système américain avec les saisons qui fait qu'on peut faire plusieurs sports en même temps, etc. Mais 2 à 3 sports. Pourquoi? Parce que il y a un âge d'or du développement moteur, de l'acquisition de séquences motrices. Et l'acquisition de séquences motrices au travers de plein de sports permet de transférer d'autant mieux quand on va dans un sport. Et donc, mis à part quelques sports, et le sport classique, c'est la gym, où il faut commencer très tôt en gym. Mais il faut commencer très tôt parce que c'est un sport au poids de corps, et plus ton poids est élevé, et moins tu vas performer parce que tu dois déplacer ton poids dans l'air. Donc, c'est extrême technicité et relation avec le poids de corps qui font que, globalement, surtout pour les femmes, les hommes peuvent performer un petit peu plus tard, mais surtout pour les femmes, la gym, c'est un sport dans lequel tu dois commencer très tôt et en général, tu finis ta carrière très tôt aussi. Mais donc, voilà. Si on regarde, ça, c'est des questions auxquelles s'était vraiment intéressé le système soviétique et germanique. Ces questions-là de comment on sélectionne les athlètes de façon à ce qu'ils soient au niveau optimal au moment où ils doivent être au niveau optimal. Et eux, carrément, ils avaient fait des classifications. Et on pourrait imaginer quelqu'un comme toi ou comme moi, même en tant que préparateur physique, qui fasse une classification
en disant, voilà, de manière générale, ce que je remarque, c'est que le très haut niveau en JJB, on l'atteint à 22-23 ans. Et donc, il faudrait commencer à se spécialiser 10 ans avant pour arriver au très haut niveau à ce moment-là, à peu près. Les soviétiques, ce qu'ils faisaient, c'est qu'ils laissaient les jeunes jouer plein de sports, plein de sports, plein de sports, jusqu'à 10 ans, 11 ans, 12 ans. À partir de 12 ans, on avait détecté par rapport à des facteurs anthropométriques, par rapport à des facteurs de moteur, qu'est-ce que tu préfères, dans quoi tu es vraiment bon, peut-être des facteurs de personnalité aussi, et ils commençaient à t'orienter vraiment plus précisément vers un sport. Mais il faut savoir que même quand tu t'orientais par exemple en lutte, et ça tu le sais parce que je suis sûr que tu as côtoyé des lutteurs, les lutteurs, c'est presque, et les gymnastes vont m'envoyer des caillasses pour avoir dit ça, mais c'est presque des gymnastes. C'est-à-dire qu'ils ont une éducation gymnique. Euh, J'avais fait le BPGEPS à l'INSEP, et donc c'est les lutteurs qui faisaient l'échauffement. Et donc, tout le monde fait l'échauffement, tout ça. Et puis, donc, les gars, on fait des roulades, on fait des rondades, machin. Et à la fin, ils disent, on fait le spécial. Et donc, leur spécial, c'est le mec qui fait rondade salto arrière, l'autre, il fait rondade flip double, enfin, salto ouvrier, etc. Donc, les mecs, ils ne sont pas gymnastes, mais ils ont un développement gymnique qui est vraiment pas mal pour des mecs pour lesquels ce n'est pas du tout leur sport. Donc, ce que je veux dire, c'est que malgré le fait qu'on se spécialisait à 12-13 ans, on continuait à pratiquer des formes motrices qui venaient d'autres sports. Et donc, quand bien même en JJB, on détermine que l'âge, c'est 13 ans où il faut commencer à pratiquer sérieusement le JJB, je crois que c'est le cas de Nico Régnier qui a commencé vers 12 ans, il me semble. C'est le cas de Mohamed Bayo qui a commencé assez jeune aussi. Je ne sais pas quel âge précisément. Mais quoi qu'il arrive, on a intérêt à ne pas s'arrêter à ce sport. Et nous, en France, souvent, malheureusement, on a ce truc où tu fais un sport. C'est pas tu fais 2 sports, 3 sports, et c'est encore moins tu fais 2 sports, 3 sports de manière compétitive. Après, donc justement, ça vient à une autre, à la suite en fait de ce que je pensais par rapport au manque de développement de champions de jiu-jitsu brésilien en France, c'est que en fait, on n'a pas vraiment quelque chose qui va pousser un jeune à faire ce sport de 11 ans à l'âge adulte, on va dire, à aller jusqu'à champion, parce qu'il n'y a pas un réel, des débouchés et une idée claire de ce que tu vas obtenir en faisant ce sport-là. Tu vois. Par exemple, si tu fais du foot et que tu es un des plus forts au foot quand tu as 12 ans, peut-être que tu vas te dire je vais finir par jouer au Real ou au PSG, etc. et gagner plein d'argent. Tu vois. Mais là, je suis fort au jiu-jitsu, j'ai 12 ans, bah, c'est cool. Peut-être je gagne le championnat de France, etc. C'est bien, mais ça ne va pas m'apporter grand-chose. Je n'ai pas d'idée claire de ce que ça peut me donner dans la vie, puisque ce n'est pas un sport qui va me rendre riche, etc. Donc, contrairement, par contre, donc, aux Brésiliens ou aux Américains qui vont avoir des débouchés pour ouvrir une académie, ce qui est beaucoup plus commun aux États-Unis de vivre, d'avoir une académie. Ou au Brésil, tu habites dans une favela ou tu vois, tu viens d'un endroit ou d'un milieu assez défavorisé, tu peux t'en sortir, tu peux finir par voyager à travers le monde, ouvrir une académie aux États-Unis, etc. Tu vois. Donc ça offre des débouchés quand même qui sont assez importants et qui peuvent pousser un jeune à suivre ce cursus et à le continuer, tu vois. Donc ça, c'est une des raisons, je pense, qui fait qu'on n'arrive pas à avoir beaucoup d'athlètes. Tu vois, tu as pris quelques exemples, hein, Mohamed Bayo, Nicolas Renier, on peut avoir Léon Larmand, Franck Hart, etc. Pas mal de quelques jeunes, en fait, qui ont commencé à cet âge-là, mais il n'y en a pas énormément. Et j'aurais du mal à voir un jeune de 13 ans et lui dire mets un peu de côté tes études, fais attention, va pas trop à l'école, faudrait plus que tu t'entraînes parce que tu peux devenir champion. Alors que c'est vrai que tu vas avoir au foot des systèmes, je sais pas, de sport-études où tu vas organiser tes études pour pouvoir avoir une priorité aussi vers le sport et développer toutes tes capacités physiques, athlétiques, etc. Tu vois. Et je pense qu'on n'a pas du tout ça aujourd'hui en France, alors que aux États-Unis, tu as clairement des jeunes qui arrêtent d'aller à l'école, qui font l'école à la maison, hein, ils n'arrêtent pas complètement les études, mais ils arrêtent d'aller à l'école pour pouvoir s'organiser autour des entraînements. Et je pense que chez les Mendes, je prends ça en exemple parce qu'ils ont beaucoup de jeunes
Et tu peux avoir des jeunes, je pense, de moins de 10 ans qui s'entraînent 4-5 fois par semaine. Mm, mm, mm. Tu vois, donc je pense que forcément, ça crée une différence par rapport à nous, nos jeunes qui auraient pu commencer à cet âge, même s'ils ne feraient pas que ça. Tu vois, tu dis qu'il ne faut pas forcément tomber dans l'hyper spécialisation, mais c'est quand Ça. même, enfin, justement, je voulais te demander pour toi, c'était quel âge le plus tard, un peu globalement dans les sports de haut niveau, où tu pouvais commencer un sport, pas faire que ça, mais commencer ce sport-là. Pour toi, c'est quoi Tu as des exemples très tardifs. Tu as un Cyril Diabaté qui a commencé la boxe thaï très tard. Tu as un Cyril Gann chez nous. Le mec, il était basketteur. Il était basketteur. Il a fait de la boxe thaï. C'est incroyable l'histoire. Il a fait de la boxe thaï l'été pour garder un petit peu de condition physique. Là-dessus, le mec, il lui dit bah, tiens, je te propose un combat. Il gagne son combat. Deuxième combat, il gagne son combat. Troisième combat, il gagne son combat. Le mec, il affronte Brice Guidon, qui était le sparring partner de Jérôme Le Banner. Il le bat. Il affronte Youssef Bouganem, qui est invaincu en poids lourd en Europe. Et il le bat aussi. Et de là, il vient à la salle. Moi, je me souviens encore quand Cyril il est venu. Voilà quoi, il se présente sans se présenter. Moi, je ne sais même pas qui c'est. Je vois juste un mec qui est costaud, qui est athlétique, qui est drôle, qui nous ramène cette énergie du basket. Un an après, il fait son premier combat et il montre une maturité dans la cage, une façon d'être serein, une maturité, un niveau technique, des déplacements. Il fait un truc incroyable. L'année d'après, 2 ans après avoir commencé le MMA, il rentre à l'UFC. Et il est sur 3 combats, 3 victoires. Enfin, c'est incroyable, quoi. Donc, dans les sports professionnels, on peut performer tardivement à partir du moment où tu as fait des sports avant. À partir du moment où tu as fait des sports avant. Michael Lebou, il n'a pas commencé tôt. Maintenant, on a des gens, et c'est marrant, parce que c'est un peu l'exemple aussi que je voulais te donner. On a aussi des mecs qui, parce qu'il n'y a pas d'incentive financière dans le JJB, passent dans le MMA. On a des mecs comme Taylor, comme Damien, qui étaient de très bons Jiu-Jitsuka, qui ont progressivement glissé vers le MMA. Peter Ligier qui a glissé vers le MMA parce que, tout simplement parce que, voilà, en termes de notoriété, déjà, ce n'est pas la même chose. En termes de finances, ce n'est pas la même chose, surtout si tu rentres dans les grosses organisations. Et donc, il y a un moment où il y a une autre discipline qui va peut-être plus t'attirer parce qu'il y a une rémunération, parce qu'il y a les spotlights, etc., etc. Est-ce que tu sais, tu as pris l'exemple tout à l'heure de la lutte. Est-ce que tu as ce même phénomène? Est-ce qu'il y a beaucoup de cas de lutteurs qui auraient commencé tard qui peuvent être champions? Ou Ah, tu vois non. ce que je veux dire? Non, ouais, c'est vrai. C'est une bonne question que tu poses. Non, je pense pas. Il n'y a pas de lutteur. Tu peux pas. Tu sais, Tu je vois peux mal pas. Je dirais. un lutteur commencer à 18 ans, 18-19 ans et Non. arriver à rivaliser avec les meilleurs. Non. Par contre, et c'est là où je voulais revenir. Par contre, ce qu'on a aux États-Unis, c'est des mecs qui passent par la filière haut niveau de lutte. Donc pendant des années, ils luttent, ils luttent, ils luttent, ils luttent, ils luttent. Ensuite, ils voient que ce n'est pas les meilleurs lutteurs des États-Unis et ils vont soit vers le MMA, soit vers le JJB. Et donc, on a des DJ Jackson en JJB qui venaient de la lutte à la base, des Nicky Rod qui se placent à la DCC alors qu'ils viennent de la lutte à la base. Donc, on a des mecs qui ont bénéficié du système de haut niveau de la lutte et qui ensuite se dirigent vers d'autres sports. Ça, oui. Maintenant, je suis d'accord avec toi que sur les capacités sensorielles, la lutte, de ce que j'ai lu et de ce que j'ai pu discuter avec Yuri et puis différents lutteurs, l'âge de la spécialisation, c'était autour de 11-12 ans. Yuri me racontait comment ça se passe. Moldavie, c'est un gros, gros pays de la lutte. Comment ça se passe là-bas? Ils font des tournois dans les villages. Tu as des tournois de lutte. Celui qui gagne le tournoi, il gagne un mouton. Euh, c'est la fierté du village, etc. Et puis à 11-12 ans, tu rentres dans le haut niveau. Donc le haut niveau, c'est-à-dire quoi? C'est entraînement tri-quotidien. Le matin, ce qu'ils font, c'est ce qu'ils appellent un décrassage. En fait, tu vas sur une piste, tu fais des 400 mètres, tu fais des pompes, tu fais des tractions, tu fais des squats, etc. Ensuite, tu vas petit déjeuner. Ensuite, tu as le premier entraînement de la journée. Ensuite, tu manges, sieste. Puis ensuite, tu as un petit peu d'études. Puis ensuite, tu as le deuxième entraînement. Ce qu'ils appellent le deuxième, mais en fait, c'est le troisième si tu réfléchis bien, parce que tu as eu le décrassage le matin, troisième entraînement de la journée. Ça, c'est ça tous les jours à partir de 12 ans.
Donc, non, la technique, je pense que le développement de la sensation fait que tu as besoin d'arriver de manière relativement précoce. Mais Thomas Loubersan, il me semble que c'est quelqu'un qui a commencé assez tard le grappling et le JJB. Je crois que c'est quelqu'un qui a commencé à 23, 24, 25 ans, la discipline. Et là, qui fait numéro 1 mondial à 40 ans. Ouais, mais tu vois, je pense que ça, c'est des choses qui arrivent dans un sport assez jeune. Ouais, Et la lutte, c'est ouais. beaucoup plus développé depuis beaucoup plus d'années. Donc, au fur et à mesure que le sport il avance, est-ce que des gens comme Cobrinha qui vont commencer tard, est-ce qu'il va y en avoir encore? Ou, enfin, après, ça restait une exception, donc il y aura peut-être toujours des exceptions, mais il y en aura de moins en moins, tu vois. C'est pareil pour ceux de ma génération dans le jiu-jitsu. Euh, je pense que je faisais partie de la dernière génération des gars qui pouvaient s'entraîner de manière loisir, entre guillemets, et puis un jour se retrouver à combattre contre Caio Terra ou contre André Galvao, voilà, comme ont pu le faire bien d'autres Français, même 2 générations avant moi. Mais je pense que au fur et à mesure, ça va de moins en moins exister, tu vois, le fait de moi, tu vois, je me suis jamais entraîné professionnellement avant d'enseigner le jiu-jitsu. J'ai toujours eu mon boulot, je m'entraînais 4 fois par semaine, je faisais pas de préparation physique. Enfin voilà, c'était vraiment juste du loisir du jiu-jitsu, tu vois. Et puis c'est plutôt parce que notre sport il est jeune que des gars comme moi peuvent se retrouver à faire le mondial, à faire, tu vois, les championnats d'Europe, pourquoi pas même faire des podiums, etc. Tu vois, ça se retrouve pas. Si j'avais fait du judo, parce que j'ai commencé le jiu-jitsu à 20 ans, tu vois, si j'avais commencé le judo à 20 ans, j'aurais peut-être même pas gagné une compétition régionale, tu vois ce que je veux dire? Enfin, tellement le sport il est développé et il y a tellement de talents qui ont été développés au fur et à mesure des années, etc., que c'est pas forcément possible. Et je pense que le jiu-jitsu va suivre ce chemin-là, tu vois. Donc, en fait, des exceptions françaises sans avoir fait vraiment un vrai cursus d'apprentissage, de préparation, etc., je pense qu'il y en aura de moins en moins, si tu veux. Je suis d'accord avec toi. Je suis d'accord avec toi, à l'exception. Je suis d'accord avec toi, mais il faut quand même qu'on regarde, est-ce qu'on regarde les causes ou est-ce qu'on regarde les conséquences? Ce que je veux dire par là, c'est que, encore une fois, une des raisons pour lesquelles en judo, tu n'aurais pas performé à 20 ans quand tu as commencé, c'est que tu n'as pas de raison de le faire. C'est-à-dire que tu es hors du circuit fédéral. C'est-à-dire que le circuit fédéral, pour y rentrer, il faut être, comme tu disais tout à l'heure, il faut être dans un pôle judo à 13 ans ou 14 ans, puis avoir suivi le circuit, etc. Mais ça se trouve, si à 20 ans, tu avais commencé le judo et tu avais mis toute l'énergie que tu as mis dans le judo depuis toutes ces années, je ne dis pas que tu serais arrivé sur des podiums mondiaux, etc. Mais peut-être que aujourd'hui, je ne sais pas quel âge tu as, Vincent, 30 ans, c'est ça, je suppose? Je vais avoir 32 ans bientôt. 32 ans, tu vois, tu fais encore plus jeune que ton âge. Et peut-être qu'à 32 ans, après 12 ans de judo très sérieux avec des gens qui sont bons, etc., bah, peut-être que tu serais arrivé à un bon niveau, au niveau du championnat de France, etc. Et pourquoi moi je me permets de dire ça? Je me permets de dire ça parce que ce que je vois dans le MMA, c'est des gens qui n'ont pas pratiqué des disciplines du tout jusqu'à très tard, qui se mettent dans le MMA et du coup qui pratiquent la boxe, la lutte, etc. Et puis, au bout de quelques années à pratiquer intensément, attention à nous, même, rien que le cours de MMA amateur, c'est 5-6 entraînements dans la semaine. Donc, après plusieurs années à pratiquer intensément des disciplines, bah, oui, est-ce qu'ils peuvent s'exprimer au niveau national dans ces disciplines? Oui. Maintenant, on est d'accord, malgré tout, les disciplines de sport de combat, mis à part peut-être le judo, mis à part peut-être la lutte, c'est des disciplines dans lesquelles le nombre de pratiquants n'est pas égal au nombre de pratiquants que tu vas retrouver en football ou en basket, etc. On a un nombre de pratiquants qui est moins important, ce qui nous C'est permet de ça. briller Puis plus le facilement. MMA, c'est quand même assez jeune, tu vois. C'est comme le JV, c'est pas très développé. Il n'y a pas beaucoup de gens qui commencent gamins, tu vois. Donc, il n'y a pas une filière qui est déjà développée. Euh, Maintenant, du coup, ça amène, je pense que ça va vraiment avec la question que je voulais te poser. Euh, donc, tu m'as dit l'âge de spécialisation, par exemple, c'était à peu près 12 ans. Mm. Donc, par exemple, tu commences ton sport à 12 ans. Bah, évidemment, comme tu le disais, hein, l'idéal, c'est d'avoir fait d'autres sports avant, avoir développé tes capacités, etc. Tu commences à 12 ans. Quelle place a la préparation physique dans l'entraînement d'un jeune?
Alors, elle a une place, mais elle a une place de développement, de mouvement. Je vais t'apprendre à squatter. Je vais t'apprendre à faire des tractions. Je vais t'apprendre à faire des pompes. Je vais t'apprendre à faire un beau mouvement bien placé. Je vais t'apprendre à préserver tes articulations, tes tendons. Je vais renforcer. Je vais prendre le temps de faire beaucoup de répétitions pour renforcer. En fait, ce qui se passe, on appelle ça les structures retardataires. C'est-à-dire que le tendon, il s'adapte, le ligament, il s'adapte, l'os, il s'adapte, mais c'est juste qu'ils prennent plus de temps à s'adapter que le muscle. Et donc, il faut les travailler beaucoup, longtemps, à beaucoup de répétitions pendant longtemps pour qu'ils se renforcent. Donc, on va travailler sur toutes ces choses-là avec une grande variété de mouvements, avec peut-être en passant par la gym, par exemple, peut-être pas que la gym, peut-être même d'autres sports. Et puis, on va renforcer toutes ces choses-là. Mais maintenant, contrairement à des idées qu'on a eues il y a longtemps, moi, j'ai des jeunes au crêpes. Je prends souvent l'exemple de jeunes volleyeuses que j'ai. J'ai une jeune volleyeuse qui s'appelle Louane, qui a 15 ans, qui a commencé à 13 ans la préparation physique avec moi. Aujourd'hui, c'est une fille donc elle fait 62 kilos de poids de corps. Elle épaule 70 kilos. Elle épaule une barre de 70 kilos. C'est-à-dire qu'il y a plein de mecs, même en jiu-jitsu brésilien, qui font ce poids-là, qui ne sont pas capables d'épauler une barre de 70 kilos. Donc, on peut développer la force, mais il faut le faire intelligemment. Il ne faut pas aller trop loin de la force maximale. Faut plutôt miser sur la répétition. Le plus important, en fait, à cet âge-là, tu dois créer des habitudes. C'est le plus important, de créer des habitudes. Tu dois développer la vitesse parce que c'est l'âge d'or de la vitesse. Tu dois développer le mouvement parce que c'est l'âge d'or du mouvement. Et puis, dans tout ça, tu peux rajouter un peu de développement de la force. Donc, par exemple, tu as un jeune de 12 ou 13 ans Ouais. qui peut s'entraîner 5 fois dans la semaine. D'accord? Ok. Mais ça compte aussi les entraînements de son sport. Tu vois, c'est en tout, Ouais. ce jeune-là, il peut s'entraîner 5 fois dans la semaine. Est-ce que, il faudrait qu'il s'entraîne 2 fois en préparation physique, 3 fois en jiu-jitsu ou comment tu vois ça? Non, il fait 5 fois du JJB. Et dans les séances de JJB, on commence à lui incorporer un petit peu de préparation physique. Donc peut-être que dans les séances de JJB, on commence avec un petit peu d'endurance fondamentale. Peut-être que ensuite on enchaîne avec du travail de pliométrie basse pour commencer à s'habituer au saut et préparer les tendons, les ligaments, etc. sur ce type d'effort. Peut-être qu'en fin de séance ou en début de séance, on fait voilà le cours classique qu'on faisait un petit peu, hein, qui était fait par les profs de PS et qu'on faisait un petit peu nous aussi quand on a commencé. Sauf que le cours classique, ce que je pourrais reprocher à ce cours-là, c'est que dans ce cours-là classique, il n'y avait pas d'attention qui était portée à la qualité technique du mouvement qu'on effectuait. Et pompe, on fait des pompes, mais sans regarder la qualité technique d'une pompe. C'est quoi vraiment une pompe? Quelle est l'amplitude d'une pompe? Quelles sont les habitudes qu'on prend quand on fait une pompe? Voilà, la qualité technique super importante. Moi, si je reviens sur mes athlètes du Krebs, parce que c'est des jeunes, j'ai des jeunes, c'est pour ça que je me permets de les prendre en exemple. Eux, ils font 4 à 5 séances de leur sport dans la semaine et ils ont 2 séances de préparation physique qui durent entre 1 heure et 1 heure et demie. Ok, mais donc tu n'enlèverais pas de temps dédié à la pratique spécifique pour faire de la préparation physique. Non, j'essaierai de l'inclure dedans. Et en plus, c'est facile avec leur niveau. Tu peux faire plein de choses super intéressantes. Dans un gymnase classique, tu auras tout le matériel qu'il te faut. Tu n'as pas besoin de salle de musculation. Donc, les emmener dans une salle, alors que c'est même pas la plupart des enfants, tu peux même pas les emmener dans une salle. Ou alors acheter le mat. Tu vois, tout ça, ça devient rapidement compliqué. Tu peux facilement, avec les outils que tu as sur place, peut-être quelques kettlebells, peut-être quelques manches, peut-être une barre de traction, une corde. Tu peux développer plein de choses avec des outils simples. Ok, ça marche. Le travail à deux, le travail de renforcement musculaire à deux, comme le font les lutteurs. Tu l'as déjà vu, tout ce type de travail. Je te prends, je te soulève, je te mets de l'autre côté, je te soulève, on va en avant, on va en arrière, tu me passes dessus, comme ils font au judo aussi. Et puis après, progressivement, là, tu me parles de 12-13 ans, progressivement, vers 14-15 ans, l'idée, c'est avec le pic hormonal, donc qui vient plus tôt chez les filles, plus tard chez les garçons. 12-13 ans, tu commences à avoir le pic hormonal chez les filles. 14-15 ans, tu vas être sur le pic hormonal pour les garçons. Tu vas pouvoir charger un peu plus
en faisant toujours attention. Hein, tu as une fragilité des systèmes ostéotendineux qui est proportionnelle à la vitesse de croissance. C'est-à-dire que plus ils grandissent vite et plus c'est fragile, moins ils grandissent vite et plus c'est solide. Donc, la gestion de la charge de travail, elle va être très importante à ce niveau-là. Et Mais donc, c'est par contre, plutôt vers cet âge-là, 14-15 ans, que tu vas intégrer un peu de travail avec des barres. voilà, le travail de force, tu peux mettre des travails avec des barres, mais sans charge avant. Mais le Ok, travail où tu ok. vas commencer à vraiment surcharger, où tu vas pouvoir mettre du poids et développer la force, ça va être à cet âge-là. Maintenant, il y a quelque chose qui est très important. On est dans cette ère de la haute intensité. On est dans cette ère du no pain, no gain. Et donc, les préparateurs physiques, ils voient des séances de CrossFit et puis ils ont en tête cette espèce de vision de si je ne fais pas souffrir mon athlète, je ne l'ai pas fait travailler, je ne l'ai pas fait progresser. La réalité, c'est que si on vise le développement à long terme, je dois utiliser la méthode qui permet à mon athlète de se développer, mais qui est la moins stressante possible. Je m'explique et je donne un exemple. J'ai mal à la tête, je vais voir le médecin, il me donne des Doliprane, il me dit, tu prends un demi-sachet. Si jamais ça passe pas, là, tu peux prendre un sachet, tu peux prendre même jusqu'à 2 sachets. Il y a une notion de dose minimum. Nous, en préparation physique, on a cette même notion de dose minimum. Il faut que je te donne la méthode qui va te faire progresser, mais qui va être la méthode la moins intense possible pour te faire progresser. Mhm. Parce que si j'utilise, quand tu as 14 ans, si j'utilise la méthode la plus intense que je connaisse, quand tu auras 18 ans et que tu es au niveau international et qu'il faut que je développe quelque chose, j'ai plus d'outils pour développer ça. Parce que ça fait déjà 4 ans que je te fais développer sur les méthodes les plus intenses que je connaisse. Donc, si je veux être un bon entraîneur et si je veux viser le développement à long terme de mon athlète, je dois utiliser des méthodes qui lui permettent de performer à l'heure actuelle, mais aussi qui vont le préserver pour lui permettre de performer un petit peu plus tard. Ok, je comprends. Ok, super. Écoute, ça fait un petit moment là qu'on discute déjà. Au début, on avait prévu divers échanges sur d'autres sujets, mais je pense que c'est déjà pas mal. Ouais, les sujets qu'on a abordés, moi, c'est des sujets qui m'intéressent particulièrement. Et je sais que j'ai pas mal de gens, j'en ai discuté avant avec plusieurs personnes dans le milieu. C'est des sujets qui les intéressent également. C'est pour ça que je tenais à faire ce podcast avec toi, parce que la préparation physique, c'est pas forcément quelque chose que moi je connais très très bien, hein. Mon domaine, c'est vraiment le sport, le jiu-jitsu en lui-même. Et je pense que c'est vraiment quelque chose qui mérite d'être un peu plus développé. On n'a pas forcément les mêmes structures, les mêmes accès aux mêmes choses que dans d'autres pays, tu vois. Et c'est vrai que souvent, on n'investit pas dans un préparateur physique. Et si vous en avez l'occasion, je pense que c'est quelque chose qui peut vous apporter énormément. C'est pas juste le développement de votre sport, c'est quelque chose qui peut justement vous permettre de ne pas vous blesser, d'atteindre des performances que vous auriez peut-être pas pu atteindre autrement, etc. Et c'est pour ça que ça me tenait vraiment à cœur de parler de ça avec toi. Est-ce que toi, tu proposes donc tes services un petit peu à tout le monde, ou est-ce que c'est juste aux professionnels? Yes, je propose mon service essentiellement aux professionnels. Maintenant, ce que j'essaye de mettre en place, c'est une formule en ligne avec cette idée de créer des groupes. On a parlé tout à l'heure de modèles, hein, et puis de faiblesses, et puis cette idée de progressivement créer des groupes. Bah, peut-être que toi, tu as besoin d'endurance musculaire locale, mais il y en a 20 qui ont le même problème que toi. Et donc, pour partitionner mon temps, bah, si je crée un groupe avec ces 20 personnes, on peut tous commencer ce programme d'endurance musculaire locale. Et donc, on a à la fois un suivi qui est individualisé parce que c'est ça votre problème, mais à la fois qui est généralisé, ce qui me permet de gagner en termes de temps, quoi. Parce qu'après, la grande problématique, c'est le temps. Le conseil que je peux donner aux clubs de Paris, de province, de France, etc., qui ont besoin de préparation physique.
Premier conseil, c'est d'aller jeter un coup d'œil, de se renseigner. Moi, vous pouvez me suivre sur ma page smartfight.fr, Nicolas Haute sur Facebook, mais je suis beaucoup plus actif sur Insta, smartfight.fr. Je mets aussi régulièrement des vidéos sur Karaté Bushido. Mais au-delà de ça, vous pouvez aussi contacter la fac de votre coin, le BPGEPS de votre coin, dans lequel il y a un préparateur physique qui est là et qui a besoin d'expérience et qui se fera peut-être un plaisir de venir. Et lui, en même temps, il va se faire la main quelque part. Donc, il n'est pas encore au top parce qu'il débute, mais c'est mieux que vous qui ne connaissez pas forcément la préparation physique. Et lui, au fur et à mesure qu'il va se développer, il va devenir meilleur en meilleur. Et puis, si ça se passe bien, il restera avec vous. Donc ça, c'est le conseil que je peux donner pour ceux qui sont un peu isolés et qui ont besoin de préparation physique et qui ont peur de mal faire. Peut-être faire appel à un préparateur physique local, jeune, qui commence et qui a besoin d'expérience pour se former. Super. Moi, de mon côté, c'est ce que j'ai fait. Ça fait quelques années maintenant que je le fais et c'est vrai que ça change. Moi, ça change la vie pour moi en tant que pratiquant, mais aussi même rien qu'au niveau physique. Ça change tout et je le recommande vraiment à tout le monde. C'est un aspect que j'ai négligé au début aussi. Au début, tu vois, c'était juste je fais du jiu-jitsu, c'est le plus important, c'est la technique, etc. Mais la technique, c'est pas suffisant en jiu-jitsu. Le physique, c'est vraiment un aspect très important. Il y avait ce mythe un petit peu. Il y avait ce truc où on voyait, moi je me rappelle des vidéos de Marcelo qui disait mon seul entraînement, ma seule préparation physique, c'est le. Est-ce que c'était Marcelo ou est-ce que c'était C'est Raphaël Marcelo. Marcelo, il disait ça, ouais. Raphaël, il l'a dit aussi, Raphaël Mendes, il l'a dit, mais je trouvais que c'était pas très honnête parce que quand il a dit ça, effectivement, il faisait peut-être plus de préparation physique, mais il en a fait pendant des années. Donc, est-ce que il a construit sa base et qu'après, finalement, il s'entraînait de manière adéquate, il savait comment s'entraîner lui-même, etc. Mais il faisait des circuits, il faisait de la préparation physique depuis bien longtemps. Donc, il n'est pas arrivé à ce niveau-là sans préparation physique. Mais peut-être les 2 dernières années, effectivement, il ne faisait pas de préparation physique, mais il était maître de son entraînement. Donc, il organisait ses séances de jiu-jitsu à sa manière. Ce n'était pas juste je viens, je tourne et je repars. Tu vois, c'était vraiment organisé scientifiquement. Est-ce que ça, ce n'est pas de la préparation physique? C'est de la préparation physique. C'est la planification, l'organisation de l'entraînement pour optimiser l'apprentissage, c'est de la préparation physique, bien sûr. Voilà, c'est pour ça que je trouvais que c'était pas forcément adapté comme conseil de dire vous n'avez pas besoin de faire de préparation physique, vous avez juste à vous entraîner. C'est pas vraiment le vrai quotidien de n'importe quel pratiquant de jiu-jitsu, ce que Raphaël Mendes il peut implémenter dans son académie où il peut faire tout ce qu'il veut, il a les sparring qu'il veut, il organise les horaires, etc. Ce qui n'est pas le cas de Monsieur Tout-le-Monde. C'est sûr. Voilà, donc j'espère que cet épisode vous a plu. C'était donc notre premier randori. N'hésitez pas à nous laisser en commentaire si vous avez des suggestions pour ce format, si vous avez envie que l'on invite quelqu'un en particulier ou s'il y a des sujets qui vous tiennent à cœur, vous aussi, et qu'on pourrait traiter ensemble. Voilà, merci beaucoup Nicolas. Merci beaucoup Vincent. Salut à tous.